Bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Il y a peut-être du monde qui va continuer à arriver, mais ce n'est pas grave, l'heure c'est l'heure. Je suis ravie de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, je suis journaliste, freelance, indépendante, comme on dit. Je travaille beaucoup avec Le Monde, avec Public Sénat, et je participe aussi à un média local qui s'appelle Revue Far West. Voilà. Et ma spécialité, c'est les questions environnementales, les alternatives économiques. Voilà, c'est tout ce qui me passionne. Et donc, c'est une raison de plus d'être vraiment heureuse d'être là aujourd'hui avec vous, parce qu'on est là pour parler d'un sujet crucial. Mais c'est aussi parce que cette semaine, mardi 5 juin, c'était la journée de la Terre. Hier, vendredi, c'était la journée de l'océan. Et je trouve que le festival Big Bang tombe vraiment très très bien pour célébrer l'ensemble des éléments cette semaine. Donc on a 2 heures environ devant nous pour parler de la puissance, de la beauté et de la fragilité du vaisseau Terre. Pour cela, on est en compagnie de 3 invités de choix qui, je vous l'assure, ont les pieds sur Terre tout autant que la tête dans les étoiles. Donc on aura le temps d'en parler avec eux tout à l'heure. Mais avant de vous les présenter, j'aimerais surtout qu'on prenne le temps. C'est important de prendre le temps. Mais ça sera le temps de faire une expérience que seules, aujourd'hui, environ 500 personnes ont pu vivre. Elles ont eu l'opportunité, ces 500 personnes, d'être bouleversées par le fait d'avoir été dans l'espace. Elles ont pu se retrouver ainsi face à la planète, en suspension. Là-haut, et tout là-haut perché à des kilomètres, on vit, paraît-il, une expérience qui est unique, intime, où l'effet combiné de la pesanteur, de la peur, du fait d'être bercé de cette sensation, met dans un état quasi extatique où on prend vraiment conscience de ce
qui se passe en fait sur la planète. On a une espèce de coup de foudre en prenant conscience que voilà, il faut vraiment la préserver. Et on appelle ça l'overview effect. Alors je ne sais pas qui ici en a entendu parler. Vous pouvez peut-être lever la main si vous connaissez l'overview effect. Pas grand monde. Alors, ce que je vous propose, c'est que on vit cette expérience parce que j'ai un ami qui s'appelle Jean-Pierre Gou, qui n'a pas pu venir ici, mais qui est passionné par la planète Terre depuis des années, qui a utilisé les images d'un satellite de la NASA qui s'appelle Triana, qui arrive à prendre des images de la planète à 1,5 million de kilomètres, où on a une image de la planète complètement éclairée, qui assemble les images faites par ce satellite pour les faire tourner et vous montrer comment la planète bouge. Et comme ça, vous pouvez un peu vous mettre à la place d'un astronaute et voir ce que ça fait, cet overview effect. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre le temps, de regarder, de se mettre dans cette posture où on peut garder les pieds sur terre et vivre cette expérience et poser une petite attention avant de commencer cette conférence. Donc on va lancer la vidéo tout de suite, si la technologie le veut bien. Et donc ça s'appelle Blueturn, l'application. Vous pouvez la retrouver sur Internet. Je reparlerai tout à l'heure.
Voilà, on va atterrir doucement. J'espère que ça vous a plu. Donc c'est Blue Turn, vous pouvez retrouver ça sur Internet. Il y a des vidéos qui expliquent comment ils ont réussi à obtenir de telles images et à les assembler. La NASA a appelé Jean-Pierre Gou et son collaborateur pour les remercier d'avoir fait ça. Et donc là, vous aviez les dernières images qu'on a pu se procurer, donc qui datent du 4 au 6 juin. Alors, je vais inviter mes invités à me rejoindre maintenant sur cette table ronde. Donc Jean-François Clairvoy, André Borschberg et Romain Tourte, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et je vais tout de suite passer la parole à Jean-François Clairvoy. Vous êtes ingénieur, spationaute à l'Agence spatiale européenne. Vous avez volé à bord de l'Atlantis et de Discovery. Vous avez cumulé près de 700 heures de vol, si je ne me trompe pas. Et cet overview effect, vous le connaissez bien, je crois. Oui, c'est un terme qu'on a utilisé après les premières expériences racontées par les astronautes regardant la Terre. Alors, c'est lié aux caractéristiques du point d'observation. La première caractéristique, c'est que comme on est beaucoup plus haut que les plus hauts sommets ou les vols d'avions de ligne, on couvre visuellement une plus grande surface dans le champ de vue. Le champ de vue porte environ à 2500 km à la ronde. En plus, le contenu change très vite parce que tous les vols spatiaux en orbite basse sont des vols à environ 28 000 km/h de vitesse qui vont faire le tour complet en 1h30. Donc ça fait 16 fois le tour du monde par jour. Et parmi cette heure et demie à faire le tour de la Terre, il y en a la moitié où on survole le côté de la Terre éclairé par le Soleil et la moitié le côté où le Soleil est caché. Donc on voit depuis notre vaisseau le Soleil apparaître ou disparaître comme un coucher et lever 32 fois par jour. 16 levées, 16 couchés. Si on est sur une orbite qui est inclinée par plan de l'équateur, c'est un peu technique ce que je dis, mais c'est un big deal, comme on dit dans nos vols. Il y a des vols spatiaux qui sont quasiment à la verticale de l'équateur et des vols spatiaux qui sont sur des orbites inclinées par rapport au plan de l'équateur. Donc vous survolez l'hémisphère nord, où par exemple c'est l'hiver, tout est blanc, et 45 minutes suivantes, vous survolez l'hémisphère sud, où c'est la saison opposée. Donc on voit alterner les saisons toutes les 45 minutes. Et en plus, c'est beau. Ce que l'on voit est beau. Pas seulement parce que la Terre abrite le vivant, mais parce qu'elle a sa propre vie géologique, climatique, tectonique, cosmique. Quand j'entends vie cosmique, c'est que la Terre étant dans le cosmos, elle subit les aléas du cosmos, dont les impacts d'astéroïdes. Et on les voit depuis l'espace. On nous dit où les regarder pour prendre en photo, notamment l'impact, donc il reste des traces. Parfois, il ne reste que les traces du cercle d'impact. Donc, tout ça, ce que je vous dis, c'est sensoriel, c'est purement factuel. Enfin, beau, déjà, c'est un jugement, mais en tout cas, c'est contrasté. Il y a du blanc, il y a du bleu. Vous avez vu, il y a du vert, les zones tropicales. On sent que c'est humide. Les zones orangées que vous avez vues sont des zones où il n'y a pas de nuages. Toute la partie saharienne de l'Afrique, l'Australie, le nord de l'Himalaya, le Tibet, c'est ocre. C'est la couleur du désert, là où c'est sec. Il y a des endroits sur Terre où il n'a pas plu depuis des millions d'années. Il n'y en a pas beaucoup d'endroits, mais il y a des endroits où il n'a pas plu depuis très longtemps. Donc la Terre a sa propre vie géologique, climatique. On voit des panaches de volcans, parfois, on voit même de nuit, on voit des coulées de lave, c'est impressionnant. On voit les étoiles filantes sur fond de terre. La première fois que j'en ai vu une, on a cru qu'on avait vu un ovni. On se regarde entre nous et pendant une minute, qu'est-ce que c'est cette lumière extrêmement brillante qui vient de traverser le champ de vue? Parce qu'on a l'habitude de voir les étoiles filantes sur fond du ciel. Mais nous, on est au-dessus. Une étoile filante, c'est un météorite qui brûle en rentrant dans l'atmosphère. Donc on les voit sur fond de terre. Donc le fait qu'on voit sur une grande surface que le contenu change très vite, qu'en plus c'est très contrasté, très coloré et très beau. La première chose qui saute aux yeux, ce n'est pas le fait qu'on abîme la Terre. On le dit souvent parce qu'il faut passer les messages importants, mais il faut regarder aux bons endroits. Quand on regarde comme ça globalement, c'est juste une planète vivante avec de l'eau à l'état liquide, glace, vapeur, mais celle-là, on ne la voit pas. Après, c'est émotionnellement, on ne s'en lasse pas et on en pleure d'émotion, de beauté. Et ça, on nous l'avait dit avant mon premier vol, les anciens nous avaient dit, ne vous étonnez pas à avoir des larmes qui perlent dans le creux de vos yeux devant l'émotion et la beauté de la planète.
et à le partager avec les collègues. Et je ne sais pas pourquoi on trouve la Terre belle. On est peut-être programmé pour la trouver belle, mais c'est une question que je me posais. Est-ce qu'un alien qui viendrait d'ailleurs, qui n'a jamais connu la Terre, qui est peut-être sur une planète où tout est uniforme, de la même couleur, est-ce qu'il trouverait la Terre belle ou est-ce qu'il trouverait ça moche? Je ne sais pas. Et après, l'aspect émotionnel, il y a l'aspect intellectuel. On s'interroge sur cette Terre. Ah oui, parce que j'ai oublié une caractéristique fondamentale quand même. C'est que la Terre est finie. Elle nous apparaît à nos yeux finie. On voit c'est une boule finie. Et elle est placée au milieu d'un univers noir total. On ne voit pas les étoiles, sauf si on fait ce qu'il faut pour les voir. Quand on regarde spontanément, on voit comme vous avez vu là. C'est-à-dire que la lumière est tellement forte que les étoiles n'apparaissent pas. C'est le noir, et d'ailleurs on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre. On a l'impression qu'à côté de la Terre, c'est le vide jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini, ça n'a même pas de sens, puisque jusqu'à, il n'y a pas l'infini, on a l'impression que c'est vide de tout. Donc le fait que la Terre, elle apparaît isolée, finie, isolée, et dans le noir, vide, cosmique, total, infini. Et ça nous prend. Et alors on la voit comme un vaisseau spatial. C'est après quand on s'interroge. Là, l'overview effect, c'est vraiment l'aspect sensoriel et émotionnel. Mais après, je vais jusqu'à l'aspect intellectuel, c'est on s'interroge. La Terre est un vaisseau spatial. Et on fait la comparaison entre la Terre et notre vaisseau. Quel est l'équipage de ce vaisseau spatial Terre? C'est nous tous. Nous ne sommes pas des passagers qui attendons qu'on s'occupe de nous. On a tous notre rôle à jouer dans la conduite de ce vaisseau spatial. Et alors, si on compare les systèmes par système, système énergétique, système de communication, qu'est-ce qui caractérise un vaisseau spatial habité par rapport à tous les autres vaisseaux spatiaux? C'est qu'il abrite un système qui permet à la vie d'exister dedans. Dans tous les satellites automatiques, il n'y a pas de système de support vie, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui fournit l'oxygène, absorbe le gaz carbonique, régule le cycle de l'eau, régule la température, nourrit l'équipage. La Terre, elle fait ça pour nous. Et le principal système en charge de ça, c'est l'océan. Et toutes les eaux qui se jettent dedans. Donc ça démarre à la source des rivières. Et c'est vrai que quand vous étudiez l'océan est le principal producteur de l'oxygène. Vous savez, l'oxygène vient de la photosynthèse des plantes, mais principalement des plantes aquatiques, le phytoplancton. Et cette photosynthèse, c'est celle qui fait que l'océan est le principal absorbeur du gaz carbonique. Vous le savez que c'est lui qui régule et tempère la gamme de température que vit notre planète. S'il n'y avait pas d'océan, on vivrait des extrêmes beaucoup plus forts, comme sur Mars. Vous savez que vous mettez un objet sec au soleil, à l'ombre, c'est plus 150, plus 200 degrés, quand au même moment, à l'ombre, c'est moins 150, moins 200 degrés. D'ailleurs, au passage, il y a des animaux terrestres qui survivent à ces extrêmes de température. Donc, l'océan régule la température, il régule le cycle de l'eau. On est à une distance du soleil telle que l'eau peut exister à l'état liquide, et près des pôles à l'état de glace, et puis à l'état aussi de vapeur. Et c'est ce qui permet aux pluies d'alimenter nos champs et nos rivières qui, après, vont dans l'océan. Et puis, la Terre abrite la vie. Ce n'est pas la première chose qui apparaît. La première chose qui apparaît, vous avez vu, c'est les nuages. Alors là, on n'a pas survolé de volcans avec des gros panaches, mais on aurait pu en voir à ce moment-là. Mais quand on regarde l'éclosion de phytoplancton, quand on regarde les forêts tropicales où on sent que c'est humide, on voit que ce ne sont pas des couleurs minérales, ce sont des couleurs organiques. Et on tombe amoureux de la planète. Voilà, l'overview effect, en résumé, c'est l'expérience sensorielle extraordinaire, unique, à cause de la distance qu'on a sur la planète, et qu'en plus, on tourne autour très vite. C'est l'aspect émotionnel, parce que nous sommes tous émus par ce que nous voyons, non pas parce que c'est moche, mais parce que c'est beau, et on en tombe amoureux. Et après, ça nous rend tous responsables de transmettre cette expérience et d'essayer de donner l'exemple. Mais il n'y a pas besoin de monter si haut. Vous pouvez être en surface ou en avion et vous vivez des expériences similaires. Justement, on va en parler avec André Borchberg, qui est à votre gauche. Bonjour. Vous êtes pilote professionnel, détenteur du record du monde du vol le plus long en solitaire, sans ravitaillement, dans un avion sans carburant, double dose, avec Solar Impulse 2. Donc, vous allez nous en parler, mais vous l'avez vu aussi, la petite là-haut. Du coup, qu'est-ce que vous avez ressenti pour votre part les premières fois, et surtout dans cet avion qui est assez unique? Voilà, de quoi on se remplit dans ces cas-là? Alors, pas aussi haut que toi, Jean-François. Donc, je n'ai pas eu ce plaisir de t'écouter, d'écrire
ce que tu as vu, ce que tu as vécu, c'est absolument magnifique. Et puis cette comparaison, effectivement, avec un vaisseau, personnellement, ça me parle beaucoup. Alors nous, on est dans un environnement qui est un petit peu différent, puisque je pense qu'il caractérise peut-être le sentiment d'être dans l'espace, c'est d'avoir ce calme extraordinaire, d'être en dehors de l'atmosphère, en fait, hein, d'être dégagé de tout de toute l'animation qui se passe proche de la Terre. En avion, c'est pas le cas. Et dans cela, je pense que c'était ça qui était aussi extraordinairement beau, puisqu'on volait avec la nature et qu'il fallait fonctionner avec cette nature-là. Hein, cet avion, il est très léger, il est très sensible aux turbulences. C'est pas comme un avion de chasse où on peut se permettre finalement de faire un peu n'importe quoi contre les vents, contre les turbulences. Avec cet avion-là, on ne pouvait faire qu'avec. On ne pouvait faire que corps avec cette nature. Donc c'est devenu un partenariat finalement. Alors il y a le partenariat du soleil, bien évidemment, pour avoir l'énergie, mais il y a le partenariat de l'atmosphère, il y a le partenariat des courants, il y a le partenariat des turbulences. Et par rapport aux autres expériences aéronautiques que j'ai eues, c'est vrai que ça a été beaucoup plus fort. Et le temps, bien entendu, le temps à disposition. Hein. Moi, j'étais 5 jours, 5 nuits sur une partie du Pacifique. Donc j'ai eu l'occasion de le voir 2 jours, 2 nuits au lever du soleil, au coucher du soleil, et vraiment de vivre cette partie-là de manière intense. Alors, heureusement, j'étais suffisamment loin pour ne pas avoir le plastique dedans, mais c'était très prenant. On va regarder quelques images. On a une petite vidéo que vous avez amenée aussi avec un petit fond sonore sur laquelle justement on peut montrer à quel point... Voilà, avec Bertrand Piccard, vous avez fait une aventure qui a été énormément relayée, bien sûr, mais qui est aussi assez unique et du coup qui a dû, comme Jean-François, vous gorger d'énergie. Je pense que quand on vit ça, après, on est un peu avec un moteur à énergie renouvelable à bloc parce qu'on a envie de continuer et on a envie de partager ce vécu-là. Attendez, je crois que question en attendant que le film sorte. Ah oui. En attendant. J'ai le son, mais j'ai pas l'image. Bon. Oui. Comme ton avion vole avec le soleil, tu volais forcément quand il n'y avait pas de nuages au-dessus. Hein? Je coupe le sifflet. Là, tu volais quand le soleil était là. Donc vous choisissiez les moments où, pour le trajet de vol prévu, il n'y avait pas de nuages au-dessus. On est d'accord? Donc tu avais bien du soleil tout le temps au-dessus. Est-ce que c'est arrivé de voler au-dessus des nuages où tu as quasiment presque toujours pu voir le sol? Parce que le type de vol que tu faisais nécessitait qu'il y ait du soleil et pas de nuages. Je pense qu'on a vu toutes les situations. Les situations où tu as vraiment une absence de nuages et donc tu es en contact avec la terre ou avec la mer complet. Des phases de vol où tu es que sur les nuages, en fait, que tu es que sur la mer de nuages. Et j'ai eu un vol qui était amusant, en fait, amusant, intéressant, un petit peu prenant. C'était un des premiers vols qu'on faisait en Europe, où je reliais Bruxelles à Paris. On a été invité par le Salon du Bourget, c'était 2011, pour présenter l'avion. Et c'était l'époque où on avait encore peu d'expérience, une équipe en fait moins entraînée. Donc je me suis retrouvé au-dessus de la couche de nuages à l'est de Paris et il fallait que je descende. Mais c'était vraiment compact. Et le sol, le centre de contrôle avait bien entendu aucune information pour savoir où est-ce que j'allais pouvoir trouver un trou. Hein, cet avion ne vole pas dans les nuages. Le premier avion n'aimait pas l'humidité. Hein, donc il y avait rien n'était isolé et cet avion est 100% électrique. Hein, vous avez des courants électriques à chaque petit centimètre carré, que ce soit sur les ailes, vers le cockpit, etc. Donc il ne fallait pas rentrer dans le monde de l'humidité. On a les images derrière vous, comme ça on peut les commenter aussi un peu. Et finalement, oui, je me suis senti un petit peu, je ne sais pas si vous avez lu les livres de Saint-Exupéry, Vol de nuit, Courrier Sud, etc., où le pilote vraiment vole à l'instinct. Hein, j'ai volé à l'instinct et je me suis dit, je sens que je vais trouver une solution là-bas. Effectivement, j'ai trouvé un petit trou, je suis descendu dedans, mais ça m'a rappelé les livres que je lisais quand j'étais gamin. Donc, tu as toutes les situations. Et ensuite, bien sûr, où les nuages t'entourent, les nuages montent plus haut que l'avion. C'est assez impressionnant parce que cet avion est d'une fragilité incroyable et de voir ces immenses cumulus, cumulonimbus qui sont juste à côté et de louvoyer entre deux, ça donne de l'humilité. Alors, le record que vous avez établi, c'est quand même quasiment 5 jours
de vol, seul sur cet avion. Voilà, comment vous avez fait pour tenir pendant 5 jours? Comment ça se passe en fait concrètement? Vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce que vous êtes, voilà, comme vous le dites, un peu comme cet aventurier qui marche à l'instinct, qui sent les choses, mais... La première question, bien évidemment, c'était de savoir si on y arrivait. On n'avait encore jamais volé plus de 24 heures avec cet avion, puisqu'on n'avait fait que des vols pendant l'hiver. L'hiver, dans l'hémisphère nord, les jours sont courts, les nuits sont longues. Donc on n'avait jamais assez de temps pour recharger l'avion suffisamment, et la nuit était trop longue pour pouvoir voler sur les batteries. Donc quand on a décidé de quitter la côte chinoise pour traverser l'océan Pacifique, on avait 3 questions finalement auxquelles on n'était pas sûr d'avoir la bonne réponse. La première, est-ce que l'avion avait suffisamment d'énergie, avait la bonne performance pour faire ça? Et il faut savoir que cet avion en fait utilise très peu d'énergie pour voler. Donc un léger mouvement de l'atmosphère qui monte ou qui descend modifie fondamentalement la capacité de passer la nuit. Et un léger mouvement, c'est 2 cm par seconde. Alors on parle de thermique, hein, vous entendez les planeurs, on parle de thermique, etc. Et je dirais une petite thermique pour un planeur, c'est 2 à 3 mètres par seconde. Hein, donc ici, on est à 1% de cette thermique-là, qui était encore une petite thermique, et 1% diminue la performance de manière telle qu'on ne peut plus passer la nuit. Donc on ne sait pas finalement si cette atmosphère monte ou descend, on ne peut pas la mesurer, personne ne le sait. Hein, donc c'était vraiment rentré dans un point d'interrogation. La deuxième difficulté qu'on avait, c'était de prévoir la météo, quel temps il allait faire. Et 5 jours à l'avance, la fiabilité de la prévision n'est que de 30%. Hein, donc 70% de chance ou de risque que la météo allait être complètement différente, en sachant qu'on voulait atteindre un point au milieu de l'océan qui était l'île de Hawaï. Et la troisième question était bien évidemment, est-ce que l'avion étant durable, est-ce que nous pourrions être durables aussi et voler seul pendant cette durée-là, avec des périodes de repos qui étaient très minimes, si l'avion laissait la possibilité aux pilotes de se reposer. Et le repos, ça a été en effet des micro-siestes. Donc tout le monde était tendu au début de ce vol-là. Comme tu es ici, c'est que tu as maintenant toutes les réponses. Alors, donc la réponse à la première question, bien évidemment, elle était positive, hein, puisque, comme tu le dis, on ne serait pas ici. La réponse à la deuxième question, ça a été 2 mois d'attente, jour après jour, pour trouver une fenêtre qui nous paraissait suffisamment sûre pour qu'on puisse l'accepter. Et en fait, après, il faut vous rendre compte en fait, que chaque jour, vous analysez les 5, 6, 7 prochains jours, et chaque jour, vous décidez de renoncer. Hein, dans les vols spatiaux, je pense qu'on le faisait aussi, on le fait peut-être de moins en moins aujourd'hui, mais pour l'équipe, c'était une tension énorme. Et après 1 mois, je suis parti. Et après 1 jour de vol, on a décidé d'interrompre ce vol en faisant atterrir l'avion au Japon, voyant que la météo se détériorait sur l'océan Pacifique. En fait, sur l'océan Pacifique, il y a constamment ce qu'on appelle un front, c'est un système nuageux qui part de Taïwan, qui est au sud, et qui monte direction Vancouver. Donc il coupe cet océan Pacifique de travers, mais pour atteindre Hawaï, il faut passer sur ce front-là. Donc c'est un mur, en fait. Donc il faut trouver le moment où ce mur s'affaiblit pour pouvoir juste s'engouffrer dans cette petite fenêtre. Alors on atterrit au Japon, ça a été encore une longue attente de 30 jours supplémentaires, et ensuite finalement, après un mois de plus, décider de quitter cette île du Japon. Donc la réponse à la première question, oui. La deuxième, on a vu que ce n'était pas facile, et la troisième, ça a été l'expérience personnelle finalement, de voir comment est-ce que quand l'avion gère sa propre énergie, comment est-ce que le pilote, lui, peut gérer son énergie aussi, avec des petites pauses de 20 minutes, quand l'avion le permet, puisque l'avion n'a pas d'autopilote, hein, finalement un simple système de stabilisation. Donc lorsque l'air n'est pas turbulent, le pilote peut se reposer par phase de 20 minutes, c'est ce que j'ai fait, et pratiquer un peu de yoga, de méditation entre deux pour ressourcer finalement le corps. Mais vous êtes transporté par ce que vous faites en fait. Pour moi, c'était un rêve d'enfant que je réalisais. Donc quand vous y pensez tous les jours depuis longtemps, hein, vous construisez ce rêve, vous construisez votre énergie. Beaucoup de monde regardait ce vol, et je suis sûr que
une partie de leur énergie finalement était transmise vers l'avion aussi. C'est difficile à démontrer, bien évidemment. Moi, je suis ingénieur, donc je n'ai pas l'habitude de ne pas accepter des hypothèses qui ne sont pas scientifiques, mais c'est vrai qu'on ressent des choses qui sont particulières dans ce moment-là, qu'on n'arrive pas à démontrer. On pourra revenir un petit peu tout à l'heure. Je vais maintenant me tourner vers notre troisième invité, Romain Tourte. Alors, vous êtes moins connu du grand public que Jean-François Clairvoy et André Borchberg, mais je pense que vous avez une démarche et une réflexion qui mérite à être connue. Est-ce que je peux vous demander de nous expliquer un petit peu votre parcours ? Alors, moi, je suis à la base, j'étais fan des Lego quand j'étais petit et j'adore bricoler. Et je suis devenu ingénieur en informatique où j'ai mis en place des systèmes assez complexes dans des grosses compagnies. Et puis un jour, j'ai eu un petit déclic, une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, où je me suis dit, il va falloir que je change un peu mes habitudes de vie, de consommation, et je vais essayer d'employer mon cerveau à répondre à des questions qui me semblent plus essentielles que celles que j'avais, celles auxquelles j'avais envie celles auxquelles on me payait pour y répondre. Donc, du coup, je suis parti en voyage, un petit voyage initiatique où j'ai essayé de rallier d'abord l'Australie sans avion, donc sans avion, donc je suis parti, je travaillais, bref. Donc je suis parti de Paris, j'ai essayé de rallier l'Australie et j'y suis pas arrivé. Je suis arrivé jusqu'en Indonésie comme ça, en pouce, en bus, en train, en tout ce que vous voulez sauf l'avion. Et à la fin, j'ai quand même mis le genou à terre et j'ai dû prendre l'avion pour rallier l'endroit où je voulais découvrir ce que j'avais envie de découvrir, c'est-à-dire des nouveaux principes de vie, de comment s'organiser entre nous, entre humains, trouver des solutions plus responsables de l'environnement pour se construire un habitat propre et positif. J'entends en énergie, en eau, etc. Comment concevoir des systèmes qui sont interdépendants entre eux, qui fournissent des services les uns avec les autres. Donc mon œil d'ingénieur a très bien apprécié en fait tous ces principes. Et puis au retour de ce voyage, j'ai continué de trouver donc j'ai continué mon voyage en France pour trouver un endroit où planter un arbre. Et puis de fil en aiguille, après un voyage vers les Açores avec un vieux loulou de mer, je suis tombé sur un bateau qui allait à la poubelle, un bateau à donner avant destruction que j'ai restauré, remis à l'eau et sur lequel j'ai appris à naviguer. Donc l'idée avec ce bateau, c'est de développer des solutions pour être plus propre et répondre aux besoins d'autonomie en mer. Donc produire de la nourriture, de l'énergie, de l'eau, de la santé, et constituer des connaissances, des savoirs et les partager. Le projet s'appelle Tamata Océan, on peut peut-être donner alors le nom. Oui, le projet s'appelle Tamata Océan. Alors Tamata, ça veut dire essayer en polynésien. Il y a plusieurs sens derrière ce mot. D'une part, les Polynésiens étaient capables, à l'époque où nous, on faisait que du côtier avec nos petits bateaux en bois, de rallier des distances phénoménales dans le Pacifique, et ce, sans instruments, sans même boussole, simplement avec des connaissances qui ont été un peu égarées et que je vais tenter de retrouver. Tamata, ça veut dire essayer. Donc essayer, c'est avant tout expérimenter quelque chose, dans le sens où il y a quelque chose qui vous fait envie, vous avez envie de tenter. Avant de même avoir un a priori, je dirais, est-ce que vous avez essayé pour sentir les choses? Est-ce que vous avez senti la difficulté? Il faut essayer avant toute chose. C'est en tout cas une philosophie de vie. Et troisième point, c'est aussi le surnom d'un marin qui mériterait d'être aussi connu qu'Éric Tabarly, qui l'est un peu moins parce qu'il a repoussé un peu le monde de la compétition pour des voyages un peu plus philosophiques et plus en accord avec les règles de cette planète, en tout cas qui régissent la planète. Donc actuellement, je suis assez touché par vos discours. En fait, j'ai l'impression qu'on ressent vraiment les mêmes choses, que ce soit les veilles de départ pour larguer les amarres, avec cette tension où on regarde la météo pour se dire est-ce que j'y vais pas. Finalement, j'aurais pu y aller, et puis j'ai hésité. Il s'avère qu'à chaque fois que je suis parti, c'était un peu en dépit des bonnes conditions. Enfin, c'était juste que, en y allant, on arrive à le faire. Et on pourrait toujours attendre de partir sans jamais partir. Donc à un moment, il faut savoir se jeter à l'eau, même si elle est un peu froide. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et voilà, et je pense que le petit overview effect, vous l'avez eu récemment, parce que vous vous êtes lancé un défi. On va lancer une vidéo qui
résume un petit peu ce défi, mais je vais vous laisser parler dessus pendant qu'elle défile, de manière à ce que vous expliquiez l'aventure dans laquelle vous êtes lancé il y a, Oui, il y a un petit mois. Alors, en fait, il y a à peu près un mois, j'ai essayé donc dans la recherche de principes d'autonomie en mer, j'ai été baigné par les romans des vieux marins qui parlaient du point au sextant. Comment savoir se repérer sur l'eau en mesurant les astres, le soleil, les étoiles. Et j'ai eu l'occasion cet hiver de prendre des cours d'astronavigation. Et évidemment, quand on apprend quelque chose, faut voir si sur le terrain ça fonctionne. Donc dernièrement, en fait, on est parti de La Rochelle avec un petit équipage et on a essayé de rallier l'Espagne, et ce sans utiliser le GPS. Donc effectivement, il y a eu l'aventure a été un petit peu mouvementée au début parce qu'on est parti dans les mauvaises conditions et on s'est fait un petit peu malmené, je dirais, pendant le premier round. Mais au deuxième round, il y a eu une sorte d'overview effect que j'avais jamais expérimenté, puisqu'en fait, j'avais la voûte céleste absolument pure. C'est la première fois où j'avais du mal à trouver la Grande Ourse, tellement il y avait d'étoiles autour des étoiles de la Grande Ourse. En fait, c'était un peu l'inverse de l'overview effect, c'était de se sentir sur ce petit bout de planète au milieu de tout cet univers absolument énorme et grandiose et sublime. Et surtout, après avoir subi un petit peu des tourments juste avant, c'était une petite récompense bien... Enfin, c'était un super cadeau plutôt. Donc je partage l'image de la Terre, et puis de notre Terre, on peut aussi se dire qu'on habite un sacré univers. Et donc voilà, très malade sur la première partie du voyage, et la deuxième, vous vous dites finalement, on a mis plein d'outils en place et on peut aussi retrouver des savoir-faire anciens et se dire qu'on peut cultiver ce rapport à la Terre, à sa puissance aussi, sans avoir peur de ce qu'on est finalement. Alors ça, c'est tout un chemin, puisqu'au début, on est quand même habité par... on a de la technologie à disposition depuis tout petit, je dirais, aujourd'hui. On a l'habitude de demander aux instruments où est-ce qu'on est, ils nous répondent immédiatement. Et cette question de savoir où on est, en fait, il faut savoir s'en débarrasser quand on veut connaître notre position grâce au soleil, puisqu'il faut attendre son heure de midi. Si vous la loupez, vous attendez le lendemain. Donc l'immédiateté, là, prend un sacré coup dans l'aile. Et il faut apprendre donc à rester serein par rapport à des doutes qui nous habitent. Parce que quand on sait où on est, on peut savoir où on va. Mais là, tout le jeu, c'était de sentir où est-ce qu'on est, à quelle vitesse j'avance avec le bateau, et où est-ce que je pense être. Et ça a été cette expérimentation qui a été vraiment intéressante, dans le sens où, à la fin du voyage, j'étais débarrassé de cette peur de ne pas savoir où je suis, parce que maintenant, c'est vrai, ils ont raison les vieux, ça marche. Et on peut y arriver. Et ça, c'était une sacrée surprise de se rendre compte qu'on est arrivé à destination, que le port qu'on est en train de voir et pour lequel on a fait les calculs, où on pensait qu'on est là sur la carte et on devrait le voir de ce côté-ci de la côte et vers telle heure par rapport à notre vitesse, et ça marche. Et c'est vrai. Et c'est assez incroyable de s'apercevoir que c'est une grande surprise. On a essayé ce voyage en se disant on peut ne pas y arriver. C'était autant une surprise de constater qu'on y était arrivé. Donc c'est de l'aventure, c'est de la recherche et de la transmission. Ces trois mots qui définissent Stamata Océan sont en fait applicables à chacune de vos démarches, j'ai envie de dire. Ça vous fait réagir un petit peu, cette expérience du navigateur par rapport au pilote, par rapport aux spationautes? Beaucoup. Beaucoup. Lors de notre arrêt sur l'île de Hawaï, on a eu l'occasion aussi de rencontrer des Polynésiens qui, eux, ont développé effectivement cette capacité de naviguer sans instrument, bien sûr sans GPS, mais même sans sextant, sans boussole. Donc, eux utilisaient l'observation. Et c'est, je pense, ce que tu as fait, c'est d'observer ce qu'on perd, ce qu'on ne sait pas faire. Simplement d'observer, par exemple, comment le bateau se comporte sur les vagues, et simplement avec le changement de comportement, savoir qu'on est en train de changer de cap. Et de reprendre le bon cap parce qu'on retrouve le même balancement, on retrouve le même rythme. Donc c'est impressionnant, c'est de nouveau faire un avec la machine. Et je pense que le pilote, c'est un peu comme ça aussi, finalement, c'est de sentir. Moi, je sentais pendant la nuit, lorsque l'avion volait calmement et qu'on pouvait dormir, je sentais par un petit frémissement, finalement, la turbulence qui arrivait. Donc elle s'annonçait par vraiment un frétillement de l'avion,
Et je savais finalement que cet avion allait sortir de son état de stabilité, qu'il fallait que je reprenne les commandes. Et donc, je me levais déjà. Et puis, 1 seconde, 2 secondes après, l'alarme retentissait, l'alarme de l'équipement qui détecte ça. Mais on le sent comme humain. Hein. Quand on vit suffisamment longtemps sur un objet de ce type-là, on développe de nouveau cette capacité. Donc, il y a de l'espoir. Heureusement. Jean-François? Je reprends des termes de Romain sur où je suis, où je devrais être. Vous savez, en aviation, il y a la règle de base d'un pilote, la règle de base des priorités à respecter dans ce qu'on fait à bord d'un avion, mais ça peut s'appliquer, on va le voir dans d'autres domaines, c'est fly, navigate, communicate. C'est-à-dire, la première chose importante, c'est faire en sorte que ton avion vole. Donc les fondamentaux, c'est la vitesse, parce que quand il y a des pannes à gérer, les pannes peuvent occuper votre intellect à savoir ce que c'est, comment gérer, et vous oubliez de faire la tâche primordiale qui est d'abord que faire que l'avion vole. Après, si vous avez le luxe de pouvoir dépenser de l'énergie intellectuelle à autre chose que s'occuper à faire voler l'avion, c'est navigate. Navigate, c'est la navigation, c'est la question c'est la question où je suis. Voilà. La navigation cherche à répondre à la question où je suis. Et en avion, c'est notamment quand on est dans les nuages, on a des pannes de système de navigation. Bon, mon avion vole, mais maintenant, il faut que je sache où je suis pour savoir où est-ce que je pourrais me poser. Et entre autres, derrière la navigation, il y a le guidage, c'est où je devrais être. Et l'action, c'est qu'est-ce que je fais maintenant pour aller de là où je suis, où là je devrais être. C'est ça le pilotage. Hein. Mais alors, je disais, fly, les priorités. Fly, faites que l'avion vole. Deuxièmement, où je suis. Et derrière, par rapport à où je devrais être et quelle action à faire pour aller là où je devrais être. Et enfin, si on a encore le luxe d'avoir du temps de faire autre chose, communicate. C'est-à-dire prendre la radio et dire, appeler le centre de contrôle en leur demandant des informations. Et en fait, c'est quelque chose qui est valable pour un entrepreneur. Hein, c'est d'abord, il faut que ça tourne aujourd'hui. Et puis après, où je suis par rapport au contexte concurrentiel, compétitif, la réglementation. Et puis après... communiquer, ça c'est important aujourd'hui, la communication, la pub. Hein, mais au niveau de la planète, c'est pareil. Hein, au niveau de la planète, c'est d'abord faire que la planète ait un avenir. Comme disait Saint-Exupéry, l'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, mais de le rendre possible. Mais dans un deuxième temps, c'est où je suis par rapport où devrait être la planète. On sait que la planète, vous savez, on consomme plus de ressources chaque jour que ce qu'elle nous donne. Quand je dis la planète, c'est l'univers en général, avec le Soleil et toutes les énergies confondues. Et où je devrais être et agir pour aller là où je devrais être, c'est-à-dire avec une planète demain qui soit aussi belle, aussi pleine de ressources, aussi plaisante pour l'humanité qu'elle l'a été pour moi. Mais les règles fondamentales, fly, navigate, communicate. Et dans le fly, il y a agir pour aller là où je devrais être par rapport à là où je suis. Ça peut s'appliquer au vaisseau terre, ça s'applique en navigation et ça s'applique dans notre vie personnelle aussi. Hein. Mais c'est une parfaite introduction à la question que je voulais vous poser maintenant, c'était de savoir si on avait raison de parler de fragilité du vaisseau terre. Alors vous nous avez préparé des petites images, Jean-François, sur lesquelles on peut peut-être partir pour répondre à cette question maintenant, parce que c'est vrai que l'intitulé de la conférence, c'est puissance, beauté, fragilité. Oui, vous entendez souvent des personnes mes collègues astronautes qui disent, pour simplifier, on voit depuis l'espace que la Terre est fragile, c'est une simplification pour passer le message. Et je n'en veux pas du tout, et moi-même, je fais parfois ce raccourci. Mais je peux vous dire que la première chose qui vient à l'esprit quand on voit la Terre depuis l'espace, c'est pas qu'elle est fragile, hein, c'est qu'elle est puissante et qu'elle est belle. Alors, j'ai une petite présentation rapide en 5 minutes. Je vais vous montrer la première fois qu'on a observé la Terre depuis une bonne distance. C'est Carl Sagan, le scientifique de la sonde Voyager lancée il y a 41 ans. Il a eu l'idée, quelques dizaines d'années plus tard, dans les années 80, quand la sonde a atteint Saturne, il s'est dit, mais pourquoi on ne commanderait pas à la sonde de faire demi-tour pour prendre une photo de la Terre? Et ça a donné cette photo de l'époque qu'il a appelée le Pale Blue Dot, parce qu'en fait, on distingue qu'elle est légèrement bleuâtre. Alors, récemment, on l'a prise avec des sondes plus performantes, donc la suivante. Voilà, ça, c'est une sonde prise par Cassini, plus récemment, à contre-jour. Et on distingue les planètes qui sont
dans des orbites intérieures à celles de Saturne, c'est-à-dire des planètes qui sont plus proches du Soleil que ne l'est Saturne. Et je vais vous montrer un gros plan de la Terre et la Lune, c'est la suivante. Voilà, en grossissant le petit point bleu, on voit la Terre et la Lune. Et la couleur bleue ressort. Donc ça, c'est la Terre vue de très loin. C'est un petit point bleu, mais on pense qu'elle doit être habitable, mais on ne sait pas si elle est habitée depuis cette distance. Alors on se rapproche. Ça, c'est une sonde prise par la sonde Galileo qui, elle, est allée étudier Jupiter, alors que l'autre, c'était Cassini qui a étudié Saturne. Et en étant pas trop loin, on voit le système Terre-Lune. Maintenant, on se rapproche un peu plus. Alors la Terre, vous voyez, la Terre est bleue. Hein. C'est vraiment la boule bleue. Non, la précédente, oui. C'est le premier lever de Terre vu par un humain au-dessus de l'horizon d'un autre corps céleste. C'est de cette photo d'Apollo 8 prise le jour de Noël que sont développés tous les mouvements environnementalistes, les associations, les fondations, la branche à l'ONU qui s'occupe de ces questions. Et maintenant, on se rapproche un peu plus. Alors, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, la première fois que j'ai vu la Terre, c'est 20 minutes après mon premier décollage, c'est le Terminator au-dessus de la France. Le Terminator, c'est le nom de la ligne qui sépare la partie éclairée par le soleil de la partie à l'ombre. Et l'Allemagne était dans l'obscurité, était déjà dans l'obscurité, et il y a des orages qui éclairaient les masses de nuages de l'intérieur. Des nuages sur des centaines de kilomètres, et vous voyez des éclairs, tu as dû voir ça aussi de haut, hein, quand vous survolez des orages, vous vous rendez compte de la puissance qu'il y a dessous, de cette énergie électrique qui se décharge. Et on voit les ouragans. Là, c'est l'ouragan Florence, 800 km de large. Donc, la première impression, c'est que la Terre est puissante. La suivante. Voilà, les volcans. Donc, on voit les panaches à plus de 2000 km d'un volcan qui est en train de sécréter des fumées. Alors, vous voyez la puissance ici de la Terre. Là, vous voyez une tempête de sable au-dessus du Sahara, de la côte ouest de l'Afrique du Nord, du côté de Dakar. Et là, ce sont des tonnes de matière soulevées par le vent. C'est la nature qui les soulève. On ne serait pas capable de créer ça nous-mêmes. Hein. La suivante. Alors maintenant, on voit que la Terre est habitée. On voit que la Terre est habitée parce qu'il y a des lumières du côté nocturne de l'orbite. Et au passage, on se rend compte que l'eau est importante, puisque, vous savez, dans l'ordre de priorité décroissant dans la vie, pour les humains, la priorité numéro 1, c'est l'eau. Il faut qu'on ait de l'eau pour vivre. En deuxième, c'est l'abri. En troisième, c'est l'énergie pour le confort, l'éclairage, le transport. Et donc, vous voyez, les Égyptiens, 98% de la population égyptienne vit sur la vallée du Nil et le delta du Nil. Et vous voyez, toutes les lumières sont le long des côtes. Voilà. Ça rappelle l'importance de l'eau pour la vie. La suivante. Bon, et là, j'ai mis la Terre est belle. Voilà. Vous avez les contrastes entre le Népal, très humide, au sud de l'Himalaya. C'est une photo, le sud est en haut à droite. Et là, c'est le Tibet à gauche, en bas à gauche. C'est contrasté, c'est coloré. Il y a des nuages, mais il y a aussi de la glace, les monts enneigés en permanence. Là, vous avez l'éclosion de phytoplancton sur des centaines de kilomètres, sur des très très larges distances, avec toutes sortes de variétés de couleurs turquoise. Et là, donc, cette photo, elle est prise avec une focale de 50 mm, qui est connue en photographie, pour donner, une fois projetée, la même impression que vue à l'œil nu, le regard à l'œil nu. Donc c'est le nord de l'Afrique, Sahara oriental, occidental. Et ce que je voulais montrer sur cette photo, c'est comment nous, à l'œil nu, on voit la Terre. Nous sommes proches, nous ne sommes pas aussi loin que les photos que je vous ai montrées tout à l'heure. Nous voyons la Terre depuis l'altitude de Hubble, le télescope Hubble. Donc il est beaucoup plus haut que la station spatiale, mais ça reste de l'orbite basse. C'est quelques 600 km d'altitude. La station elle est à 400 km. Mais voilà comment on voit la Terre. On est très proche. Le ciel, la Terre contraste avec le cosmos. Et regardez l'épaisseur de l'atmosphère à l'horizon. Regardez sur sa tranche, l'atmosphère vue par le côté, à l'horizon, c'est une pellicule de gaz extrêmement mince. Et c'est là qu'on se rend compte que nous sommes fragiles. Le vivant est fragile. Ce n'est pas la Terre. La Terre, elle nous survivra. C'est écrit dans l'histoire. Vous savez, il y a eu 5 extinctions majeures. À chaque fois, la vie s'est presque éteinte sur Terre pour des raisons purement naturelles, d'hyperglaciation, d'hyper-sécheresse, de supervolcans, d'impact d'astéroïdes. Ça arrivera dans le futur, dans les centaines de millions d'années, milliards d'années qui restent à la Terre à tourner autour du Soleil. Il y aura d'autres phénomènes cataclysmiques d'origine naturelle. Là, ce qui passe en ce moment, c'est qu'on accélère de façon extrêmement rapide l'effet naturel
d'hyper-réchauffement. Mais voilà, ce que je vous montrais, c'était l'atmosphère. Voilà une station habitée, la station Mir. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la comparaison entre le système vie à bord d'une station spatiale que vous voyez là, et la suivante, c'est la Terre, voilà, l'océan. Voilà, c'est l'océan qui est le principal producteur d'oxygène, absorbeur du gaz carbonique, qui régule le cycle de l'eau, de la température, qui nourrit la moitié de la population. Et si on produit trop de gaz carbonique, non seulement on réchauffe le climat, qui réchauffe l'océan, qui gonfle et qui monte, mais en plus on le force à absorber plus de gaz carbonique, ce qui le rend trop acide, et ce qui empêche toute une chaîne alimentaire de se développer dans l'océan, puisqu'il y a la moitié de tout ce qui vit dans l'océan dépend de petits animaux microscopiques qui ont besoin d'un certain niveau d'acidité pour fabriquer leurs coquilles en calcaire. Et si l'océan est trop acide de très peu, tout ça, ça disparaît. Donc je dirais peut-être la raison numéro 1 pour laquelle il ne faut pas produire trop de gaz carbonique et demander à l'océan d'absorber trop de... Voilà. Et pour terminer, alors voilà, la station spatiale, je voulais juste vous dire que c'est un très bon banc d'essai de ce qu'on devrait faire avec la Terre, puisqu'on apprend, on s'entraîne à être les champions de l'anti-gaspillage et du recyclage. On recycle, je le disais l'autre jour, on recycle toute l'urine en eau potable. Une partie de cette eau potable est électrolysée, donc on fait passer du courant électrique dedans pour produire de l'oxygène qui nous permet de respirer, et de l'hydrogène que l'on combine avec le gaz carbonique de notre expiration pour refabriquer de l'eau. Et du méthane, avec lequel on ne fait rien pour le moment. Mais donc avec notre urine, on arrive à boire, à respirer de l'oxygène. Bon, on n'est pas avec un taux de recyclage très important. Mais alors, la suivante, c'était un film. Juste un petit film. On va mettre le début. C'est pour vous montrer la puissance des éclairs qui illuminent les nuages de l'intérieur. Il faut juste passer peut-être à la station spatiale, se mettre en mode présentation et après juste appeler la suivante, puisque c'est en mode automatique. En cliquant 2 fois sur la précédente, parce que je ne sais pas si ça va démarrer. Voilà, elle va venir sur le côté. Alors, clac, 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 clac. Pas trop vite à la fin. On va faire un accéléré. Hop, top. Voilà. On voit un peu les étoiles. Lorsqu'on passe du côté nocturne de l'orbite, on voit peut-être 3-4 étoiles dans le champ de vue, mais très peu. Il faut éteindre toutes les lumières dans le cockpit. Et là, c'est la même impression qu'a eu Romain. Vous voyez les éclairs à droite ? Et c'est comme ça qu'on les voit. Et parfois, ça éclaire des masses, mais qui font 100 km de diamètre, 200 km, des gros orages, des grosses masses. Là, c'est accéléré 4 fois le film que vous voyez là. Donc, on va attendre de voir au moins une aurore polaire. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bon, c'était juste pour vous montrer. Bon. Oui, pour voir les étoiles, il faut éteindre toutes les lumières dans le cockpit, se mettre dans une orientation telle que c'est le noir absolu, comme si vous descendez sous terre dans votre cave sans aucune source de lumière. Et quand l'œil s'adapte à l'obscurité, c'est couvert. Il n'y a pas un point noir. C'est couvert d'étoiles très colorées. On voit bien qui ne scintillent pas parce qu'on ne les voit pas à travers l'atmosphère. Le scintillement, ça vient de l'atmosphère. Et donc, on peut dire celle-là est bleue, verte, jaune, rouge, ça dépend de leur température. Et là, on a du mal à penser qu'on est seul dans l'univers. Mais on imagine facilement qu'il y a beaucoup d'autres terres quand on regarde. Et autant l'overview effect s'applique à la vue de la Terre depuis l'espace quand on tourne très vite autour, autant on pourrait définir toute une discussion sur l'overview effect de l'univers quand on regarde de l'autre côté. Parce que et je crois qu'on peut vivre ça depuis la Terre. Si vous êtes dans un endroit loin des lumières parasites, le mieux c'est encore d'aller en altitude. Mon fantasme c'est d'aller sur le plateau de l'Atacama au Chili, des endroits où il n'a pas plu depuis des millions d'années, où la nuit c'est comme on le voit depuis l'espace. C'est pareil. Il y en a qui sont allés au sommet de l'Atacama ici. Vous avez vécu ça, le ciel nocturne c'est extraordinaire. Et je pense que ça déclenche les mêmes réflexions philosophiques sur notre place dans l'univers. C'est un peu ce que racontait Romain tout à l'heure. C'est cette Voie lactée qu'on voit. Mais ce qui est intéressant dans votre propos, c'est d'expliquer que finalement, on est dans un petit espace, on doit tout gérer en autonomie, et que c'est à l'image de ce qu'on devrait arriver à faire. Donc en fait, les recherches spatiales que vous pouvez mener aujourd'hui avec Novespace permettent aussi de rapporter des solutions
pour qu'on aille peut-être vers des écosystèmes plus durables et qu'on arrête de gaspiller les ressources. C'est un peu ça, je pense que votre démarche aussi, André Borschberg, avec votre nouveau projet là, dans la lignée Solar Impulse, ça s'appelle H55, je le dis bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aussi sur ces démarches que vous entreprenez maintenant que vous êtes revenu pour essayer d'aller plus loin et pour justement essayer de préserver cet écosystème? Peut-être encore 2 mots sur les remarques de Jean-François. Je partage 100% ta conclusion qui est de dire que finalement la nature s'en sortira. La question, c'est de savoir où sera l'homme dans tout ça dans le futur. On voit bien que depuis 4 milliards d'années, la nature a passé de l'unicellulaire avec une atmosphère méthane, gaz carbonique, etc., à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc je pense qu'elle en verra d'autres, mais elle en supportera certainement beaucoup. La question, c'est nous. Je pense que la grande différence avec le passé, c'est la vitesse à laquelle les choses se passent aujourd'hui. En Suisse, on avait une période relativement chaude au XIIe siècle où on passait les Alpes sans glacier, donc à pied, sans problème. Au XVIIe siècle, on a eu le phénomène inverse. Les glaciers se sont répandus très vite et ont même envahi des villages. Il a fallu évacuer des villages parce qu'ils étaient pris par la glace. Et maintenant, ça recule de nouveau. Aujourd'hui, ça recule très vite. Avant, c'était peut-être sur 2-3 siècles. Maintenant, c'est quelques années. Et ces changements, on les a vus aussi chez nous. Quand on a commencé à faire nos simulations de vol pour savoir à quel moment passer où autour de la Terre, bien sûr qu'on a regardé les différents phénomènes. La mousson, c'est l'un de ceux-ci. Et on voulait passer dans l'Asie du Sud-Est avant que cette mousson ne démarre. Mais il y a 20 ans, finalement, elle démarrait, si vous prenez l'Inde, plus ou moins le 20 mai, puis plus ou moins le 20 mai, c'était plus ou moins 1 ou 2 jours, donc c'était entre le 18 et le 22. Quand on a commencé vraiment à travailler sur ces simulations il y a 10 ans, on voyait déjà des fortes modifications. Et aujourd'hui, selon où vous trouvez en Inde, ça démarre en avril, ça démarre en juin, ça démarre pas du tout, ça démarre 2 fois. Donc c'est complètement devenu non prédictible. Donc ces variations ont des amplitudes qui augmentent. Et je pense que le défi que l'on a en tant qu'humain, c'est la vitesse de changement auquel on est confronté. Sur le vivant, Jean-François a cité tout à l'heure, en fait. Et on s'en est rendu compte sur la biodiversité en ce moment. On a plein de rapports qui montrent à quel point c'est en train de s'accélérer et à quel point les espèces disparaissent. Donc, c'est-à-dire plus vite que ça ne le ferait par pur phénomène naturel. Alors, on sait que l'activité humaine est responsable. On ne sait pas dire à quel pourcentage, mais on sait que la part de l'activité humaine est suffisamment significative pour qu'il soit urgent de s'en occuper et de corriger le tir, de corriger la trajectoire, d'aller là où on devrait être par rapport à là où on est. Mais dans le pire des cas, si on n'a pas d'influence, tant mieux finalement. Hein. Ça veut dire que la nature reprendra son cours, donc on ne risque rien en entreprenant ce qu'on pourrait entreprendre. Et notre message avec le projet Solar Impulse a été d'essayer de renforcer la perception du potentiel que l'on a aujourd'hui, être plus efficient dans la manière dont on utilise les ressources. Hein. Jean-François l'expliquait comment ça se passe dans la navette. Aujourd'hui, je pense qu'on a les technologies qui permettent d'être beaucoup plus efficient. Un exemple très simple, c'est la voiture avec moteur à combustion. 2 litres sur 3 qu'on met dedans sont perdus, créent de la chaleur. 1 litre ne sert que pour la propulsion. Si vous prenez un moteur électrique, son rendement est de 90%. Le nôtre, qui était poussé, était de 97%. Donc aujourd'hui, on arrive à faire des systèmes qui perdent très peu, en fait, hein, qui utilisent ce dont on a besoin. Alors vous me direz, oui, mais bon, voyons comment est-ce qu'il faut produire cette électricité. C'est vrai que si on utilise le charbon pour la produire, ça n'aide pas beaucoup, peut-être un petit peu, mais pas suffisamment. Et je pense que la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que les énergies renouvelables deviennent compétitives, en fait, sont devenues compétitives. Hein, aujourd'hui, il est meilleur marché de produire de l'électricité avec de l'énergie solaire que n'importe quelle autre source d'énergie, et certainement dans les pays qui ont du soleil. Si vous prenez un pays comme le Chili, qui est extrême, hein, comme tu l'as dit, puisque c'est sec et il y a du soleil, on est, pour donner un exemple, à 2,3 ou 2,2 centimes par kilowattheure, le coût de production de l'électricité qui vient du soleil. Le charbon, le gaz, on est entre 6 et 7. Hein, donc on est à un tiers. Alors c'est vrai qu'on a des conditions qui sont très favorables. En Allemagne, aujourd'hui, je pense qu'on se trouve entre 4 et 5, donc déjà plus bas. Alors la difficulté, c'est le temps qu'il faut pour mettre ces technologies en œuvre,
mais les solutions existent. Donc ce qui freine aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de technologie. Ce qui freine aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les solutions à disposition. Ce qui freine, c'est notre état d'esprit à les mettre en œuvre, en fait, notre volonté de le faire et le fait qu'on va contre les intérêts de beaucoup. Alors c'est vrai que beaucoup de gens investissent des sommes considérables, il faut les rentabiliser. C'est une chose, mais je pense que ce n'est pas la seule raison. On n'aime pas changer ce qu'on fait. On est bien sûr beaucoup plus confortable à continuer à faire ce qu'on a fait depuis longtemps. À Hawaï, ils produisent l'électricité avec le charbon et le gaz et ils la vendent à 35 centimes. C'est des cents là-bas, mais c'est à peu près 1 à 1. 35 centimes le kilowattheure. Ils ont le solaire, ils ont le vent, ils ont la géothermie, ils ont tout à disposition. Mais le système ne veut pas changer. Parce que les institutions n'ont pas envie de modifier ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est notre défi, je pense. Et là, tout le monde peut jouer un rôle. Je ne pense pas que le message, c'est que tout le monde fasse du vélo et qu'on arrête de faire de la voiture. Non, le message, c'est de vraiment choisir les solutions qui nous permettent d'être plus efficients et de mieux utiliser les ressources qu'on a à disposition sur cette planète. C'est aussi quelque chose qui vous anime, Jean-François, je crois, avec Novespace, on en parlait un petit peu sur les règles de Novespace, donc c'est une société qui est propriétaire et opérateur de ce qu'on appelle l'Airbus A310 0G. Il est basé à côté, à Mérignac. Donc c'est un avion qu'on insère en orbite, on l'injecte en orbite plusieurs fois par vol. Ce sont des orbites qui sont dans l'atmosphère, puisque un avion il a besoin d'air pour voler, mais il se comporte, il suit la même trajectoire que s'il était dans le vide, par un pilotage particulier qui est spécial, mais qui marche. Et donc, on réalise des expériences dans tous les domaines de la science, physique, chimie, physique des fluides, des matériaux, combustion, même astrophysique, astronomie, sciences de la vie. Comme toute cette semaine, on vient de faire des vols sur la biologie, le vivant végétal, animal, humain. Et nous testons aussi des technologies pour faire du recyclage en apesanteur. Parce que le problème, c'est que tous les systèmes qui utilisent des fluides sur Terre, ils se basent sur le fait que le fluide, il pèse et il descend en bas du réservoir. Mais en apesanteur, dans nos vaisseaux spatiaux, dans les satellites, dans la station spatiale, le fluide qui est dans un réservoir, il flotte un peu partout. Il colle un peu aux parois et il fait des grosses boules au milieu. Donc si on en a besoin, on n'est pas sûr de le récupérer à l'endroit où il y a le point de puisage, là où on... Donc il y a plusieurs techniques qui sont utilisées et elles peuvent servir des techniques. Donc ça sert au départ l'espace, mais qui lui-même peut servir en deuxième niveau des technologies terrestres. Oui, puis il y a plein de données qu'on obtient aussi par rapport à la préservation du climat, par exemple, qui viennent d'observations rendues possibles par les outils qui sont aujourd'hui... c'est un truc, c'est une petite anecdote, enfin pas anecdote, mais il y a un scientifique qui vole depuis 30 ans à bord du vol 0G. Il était déjà à bord de la Caravelle 0G il y a 30 ans quand j'avais démarré ce programme. Il veut créer des catalogues de spectres lumineux de poussière interstellaire. C'est-à-dire qu'il veut, pour pouvoir savoir de quoi sont composés les gaz interstellaires, il a besoin de faire léviter des poussières formés de minéraux similaires à ce que l'on pense être ceux des gaz interstellaires. Et donc, il compose comme ça des catalogues de spectres. Et quand il les donne aux astrophysiciens qui observent les signaux des étoiles passant à travers ces gaz, il compare les spectres. Il dit, bon, là, je reconnais qu'il y a bien tel pourcentage de carbone, etc. Donc, et pour faire ça, il a besoin que ces poussières, elles lévitent, qu'elles volent un peu. Il ne peut pas les envoyer en l'air et prendre le spectre à ce moment-là, parce que le fait qu'elles aient de la vitesse, ça brouille complètement le spectre. Donc, il a besoin d'apesanteur. Et il se trouve qu'il a mis au point un appareil tellement précis qu'il est maintenant utilisé dans les grandes villes pour mesurer avec une précision, mais inégalée, d'un facteur 100 ou 1000 fois plus précis que ceux dont disposaient les villes pour connaître la concentration de différentes particules fines dans l'atmosphère au-dessus des villes où il y a beaucoup d'activités industrielles ou de véhicules. Les particules des diesels de Volkswagen ou bien ? Oui, parlons-en. Mais justement, enfin, je citais tout à l'heure notre nouveau projet H55, c'est pareil, c'est dans le prolongement de Solar Impulse, c'est se dire,
à chaque fois, on essaye de repousser les frontières. Parce qu'au départ, quand vous avez lancé Solar Impulse avec Bertrand Piccard, tout le monde vous disait vous n'allez jamais y arriver. Et là, maintenant, lui, il continue sur ses projets, vous aussi. Et H55, c'est une façon aussi de dire mais on peut repousser certaines frontières et demain montrer qu'on peut aller vers quelque chose de plus sobre, de plus efficace, de plus respectueux aussi, non, de l'environnement. Oui, même aujourd'hui, il ne faut pas attendre demain. Oui, bien sûr, aujourd'hui. Mais c'est vrai que puisqu'on parle de mobilité, avec Volkswagen, et je pense que ça va leur donner aussi peut-être la motivation de faire plus dans l'électrique, on verra. C'est vrai qu'on assiste à une transformation. Alors c'est le début, mais je pense que la voiture électrique, c'est qu'une seule étape ou qu'une première étape de cette évolution de la mobilité. Alors je pense qu'Elon Musk l'a bien compris. Lui ne vise pas, et son objectif n'est pas de faire une fabrique de voitures et qu'il reste finalement à vendre des voitures pour le reste de sa vie. Non, lui, il essaie d'anticiper et de développer une vision de ce que la mobilité pourra être d'ici, mettons, une vingtaine d'années. Donc la voiture, elle va devenir autonome, c'est sûr. C'est vrai qu'on assiste à la convergence de différentes technologies qui rendent ça possible. Alors c'est l'électrique, c'est certainement les batteries. On commence à avoir des technologies de batterie qui sont suffisamment bonnes pour pouvoir le faire. C'est l'intelligence artificielle. C'est toute cette notion d'électronique, de software. Et les voitures donc, de demain seront complètement différentes. Si elle est autonome, elle est beaucoup plus sûre. Si elle est plus sûre, elle peut être beaucoup plus légère parce qu'il y aura beaucoup moins d'accidents. Je pense qu'on pourra les éliminer à pratiquement 95-99%. Donc ces véhicules seront différents et utilisés de manière différente. Mais ça permet aussi d'envisager, et c'est là que nous nous intéressons avec notre projet H55, qui est un peu la suite de ce qu'on a fait chez Solar. On peut envisager d'utiliser ces mêmes technologies pour transformer la manière dont on se déplace dans les airs. La difficulté au départ, quand on prend une nouvelle technologie, c'est qu'on cherche simplement à remplacer une vieille technologie existante. Et c'est un petit peu ce que l'industrie automobile avait fait à l'époque en disant tiens, je prends le moteur à combustion, et je l'extrais de la voiture et je le remplace par un moteur électrique. Et l'industrie automobile était déçue en fait, du kilométrage qu'on était capable de faire. Puis ils ont dit 50 km, ça va intéresser personne, donc c'est pas mûr, donc attendons. Je dirais que ça, c'était une des raisons. L'autre raison, bien évidemment, c'était de continuer à ce qu'ils faisaient déjà dans le passé. Mais de concevoir une voiture autour de la technologie, ce qu'Elon Musk a essayé de faire, lui a permis finalement d'avoir un produit qui était beaucoup plus intéressant. Et ça, on peut le faire dans l'aviation aussi. Le moteur électrique a beaucoup d'avantages. Alors, il est très efficient, je l'ai dit. Il est très facile à commander aussi. Vous voyez les petits drones avec 4 moteurs et les caméras qui volent un petit peu partout. Ces drones sont plus stables dans le vent et les turbulences qu'un hélicoptère à 10 millions d'euros. Simplement, c'est que le moteur électrique est facile à commander et il réagit tout de suite. Vous lui donnez du courant, il vous donne de la puissance. Pas comme une voiture qui doit accélérer pour que finalement le moteur commence à vraiment donner le maximum de sa capacité. Donc le moteur électrique peut être utilisé pour la propulsion, mais pour la stabilisation. Alors on commence à parler de taxi aérien maintenant. Il y a Uber, que tout le monde connaît, qui essaie de regrouper tout le monde, qui réfléchit dans cette direction-là pour créer un mouvement et développer quelque chose qui peut décoller verticalement comme un hélicoptère, mais avec ses petits moteurs électriques, et ensuite voler comme un avion avec des ailes, parce qu'il faut des ailes pour être efficient. De nouveau, l'efficience est essentielle. Et un drone qui vole qu'avec des hélices n'est pas efficient. Il vole 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite il est épuisé. En fait, les batteries sont vides. Donc le moteur électrique permet d'envisager le développement de ces nouveaux concepts. Et je pense d'ici 5 ans, vous allez voir les premiers se réaliser. Je dirais la vitesse relativement lente de développement n'est pas due au fait que les technologies ne sont pas là. Elles sont là, donc tout existe. On a les matériaux, on a les moteurs, on a les batteries, on a l'électronique, etc. C'est de le faire suffisamment sûr, c'est de le faire accepter par la DGAC par exemple, c'est d'autoriser à ce genre d'équipement de voler en ville et vous transporter de l'ouest de Paris à l'est de Paris. Donc c'est notre capacité d'intégrer ces nouvelles choses qui va en fait nécessiter un certain temps. Mais à terme, vous n'allez plus penser acheter une voiture, vous allez acheter un service. Vous dites, je veux aller là-bas, qu'est-ce qu'on m'offre? Alors peut-être une partie en vélo, une partie en voiture, une partie en taxi aérien.
Il y aura différentes possibilités. Ce sera moins cher, ce sera plus sûr. Donc on va vraiment vers une révolution. Puis dans un peu plus longtemps, par téléportation, c'est mon rêve d'enfant quand je regardais raison. Star Trek. Oui. Tu as raison. Ouais. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'Elon Musk essaye de développer en fait sa énième roquette encore plus puissante au lieu de se pencher sur une nouvelle technologie. Moi, ça me plaît bien ton idée. Alors, on est encore dans l'air. Maintenant, on va replonger un petit peu dans l'eau. Alors, Jacques Rougerie devait être avec nous aujourd'hui. Vous savez, l'architecte océanographe, sauf qu'il a été invité par le prince Albert de Monaco. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais il nous a laissé un petit message vidéo qu'on voulait vous passer, notamment parce que lui aussi, si vous connaissez un petit peu ses travaux, a à cœur de fonder ses recherches sur une façon de réconcilier la mer, l'architecture et de trouver des systèmes innovants. Alors, est-ce qu'on a le son? This is the big... Oui, il était invité par le prince, mais dans le cadre de sa fondation, Jacques Rougerie, qui fait un travail extraordinaire pour les jeunes. Et donc, il était tout désolé. Est-ce qu'on peut, juste pour statistique, on va pas regarder les noms, mais dans la salle, il y a combien de personnes ont une voiture électrique? Oups. Une, deux... Ou hybride. 3, 4, 5, ou hybride. 6... Oui. Le potentiel du marché est énorme, comme on le voit. Hein. Et qui pédale, peut-être. Non, après, c'est vrai que la mobilité de demain doit plus se concevoir avec 18 ans, ma voiture, mon permis. C'est-à-dire que, et on le voit d'ailleurs dans les chiffres, je crois que les jeunes aujourd'hui passent moins leur permis qu'avant. Leur mobilité passe essentiellement par un écran ou une tablette qui va leur permettre justement d'être dans une forme de ou Uber ou des services où on commande. Voilà. Oui, quand on vous dit il faut pas gaspiller et dépenser autant de ressources plus que ce que la nature nous apporte chaque jour, dans l'esprit de beaucoup de personnes, ça se traduit intégralement par changer de comportement et vivre dans un confort moindre. En fait, c'est d'abord ne pas forcément changer nos comportements, ce qui est difficile, mais effectivement trouver des solutions technologiques, utiliser des solutions efficientes qui sont là. Mais qui ne sont pas dans le business parce qu'il y a des lobbies, parce qu'il y a des... Il y a cette dimension en effet, qu'il faut prendre en compte. Alors, est-ce que la vidéo fonctionne? Je suis vraiment triste de ne pas être avec vous ce soir parce que j'aurais aimé être présent au festival Big Bang. Je m'en excuse. J'aurais aimé échanger avec vous sur ces grandes explorations humaines de notre siècle, ces grands enjeux entre la technologie, l'environnement, le développement durable, l'espace, le monde sous-marin, qui se rejoignent d'ailleurs. J'ai, depuis plusieurs années, exploré le monde sous-marin à travers différents engins, de l'habitat sous-marin au vaisseau avec des coques transparentes pour arriver enfin à Sea Orbiter, une nouvelle génération de vaisseaux d'exploration des océans. De la même façon, il y a des vaisseaux d'exploration des galaxies. Mais quand on est dans l'espace, d'après ce que vous m'avez raconté, Jean-François Clairbois et tant d'autres cosmonautes, astronautes, la Terre paraît si fragile qu'il faut la protéger. Et nous devons ensemble la protéger. Mais nous devons ensemble croire au génie humain et explorer ces nouveaux champs du possible. Offrir aux jeunes générations un rêve, celui de réaliser leur propre aventure humaine d'exploration de l'humanité. Notre vaisseau Terre est si fragile. Construisons ce futur pour les jeunes générations ensemble. Donnons du rêve, du sens à nos vies. Donnons de l'espoir. Bonsoir. Je crois que c'est bon. Voilà. Bon, c'était un petit message, alors, sachant que il a fait d'une citation de Jules Verne sa maxime en disant, et je pense que ça peut nous inspirer, qu'en effet, tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes seront capables de le réaliser. Donc je pense que cette notion de transmission, vous l'avez tous. Et Romain, du coup, on parlait de l'océan tout à l'heure avec Jean-François Clairvoy. Jacques Rougerie, ça fait 30 ans qu'il travaille sur des systèmes d'adaptation à l'océan. Et vous expérimentez aussi sur votre bateau des technologies plus sobres. Et donc, je pense qu'il y a cette recherche d'un côté
d'aller vers des solutions innovantes, d'aller vers ce mieux, cette efficience dont on parlait, mais il y a aussi parfois des savoir-faire anciens qu'on a peut-être eu tendance à oublier justement sous le joug de certaines logiques économiques, quoi. Donc, est-ce que vous, à votre petite échelle, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter dans vos expérimentations ? Ben moi, ma petite échelle a fait 9,25 m sur 3 de large, donc il va falloir trouver des solutions peu coûteuses en énergie. Et typiquement, c'est d'apprendre à utiliser le biologique pour nous servir. J'ai un lombricomposteur à bord. J'ai des vers de terre qui ont le pied marin maintenant. Et ça fait 1 an que je les transporte. Ils mangent mes épluchures. Et surtout, ils me produisent gratuitement. Il n'y a pas de syndicat des vers de terre qui vont s'arrêter de bosser pour manger mes épluchures. Il suffit juste que je leur enfile les bonnes choses et au bon moment. Donc il faut apprendre à les connaître un petit peu. Et eux, en retour, ils me filent du terreau, de l'engrais que je peux mélanger à de l'eau. Et ça peut nourrir mon potager. Donc ça, c'est un premier exemple de pas grand-chose, de simplement apprendre à comprendre nos petits vers de terre, et ils vont nous rendre énormément de services. Il faut savoir que les biotopes rendent en valeur, produisent des milliards d'euros de services, juste par le fait qu'ils existent et qu'ils font ce qu'ils font. Donc du coup, l'idée, c'était aussi dans ce bateau d'intégrer des solutions peu coûteuses. Enfin, ils ne sont pas coûteux, mes vers de terre, il faut juste que je les fasse survivre. Alors ça, c'est tout mon défi, c'est comment faire survivre le vivant sur le bateau. Donc j'ai commencé avec la spiruline. La spiruline, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une petite algue microscopique qui a 3,2 milliards d'années, donc elle est vraiment ancienne, et ce sera sans doute une solution pour demain pour nourrir l'humanité. En tout cas, c'est ce que l'ONU a déclaré pour 2030. Toujours est-il que cette spiruline, pour en bénéficier, il faut apprendre à la cultiver. Et ça a été j'en suis pas encore au stade de pouvoir manger ma propre spiruline à bord du bateau. Néanmoins, j'arrive à l'entretenir vivante. Et j'arrive à apprendre aux gens à s'en occuper, au moins pour la maintenir vivante et sauvegarder, je dirais, les souches. Par ailleurs, je fais pousser des champignons avec du marc de café. Donc il faut savoir quand même que toutes nos brasseries et nos petits cafés du matin, ils se retrouvent pour 98% à la poubelle, et que c'est brûlé pour la majeure partie aussi. Or, on pourrait faire pousser des champignons pour 1/3 de cette masse. Autrement dit, comment revaloriser nos déchets. J'ai un autre petit exemple. Je fais du kéfir, donc j'utilise une petite levure, je lui file de l'eau et du sucre, et elle, en échange, elle me donne des probiotiques qui sont hyper bons pour mon intestin, donc qui revalorisent ma flore intestinale. J'ai un petit champignon qui s'appelle la kombucha, et elle, je lui donne du thé avec du sucre, et elle me donne du vinaigre et une boisson aussi lacto-fermentée. Autrement dit, tous ces petits organismes, si on arrivait à les identifier et à s'en occuper, il n'y aurait pas forcément besoin de beaucoup de panneaux solaires ou de technologie, je dirais, pour les faire fonctionner. Il suffit juste de les comprendre, et c'est ce que, avec mes petits moyens, étant donné que je ne suis pas à des échelles de développement technologique vraiment importants, donc du coup j'ai dû prendre des chemins de traverse, et les chemins de traverse, ils m'amènent vers le biologique. Et lui, ce biologique, si j'apprends à le comprendre et à m'en servir à bord du bateau, eh bien, il me rendra ses services. Typiquement, il y a aussi des bactéries qui peuvent faire de la lumière. Il y a tout un tas de solutions. En fait, la nature a déjà tout inventé. Il suffit à nous de trouver ce qui peut nous servir chez elle. Ça vous inspire, ces notions de nature aussi, oui, à j'imagine. propos des vers de terre. Et combien de personnes ont des composts chez eux là? Ah là, beaucoup. Là, oui. Vous savez que 98% de la biomasse terrestre, je ne parle pas des animaux qui vivent sous l'eau, mais juste ceux qui vivent sur terre ou sous terre. 98%, on prend la masse de tout ce qui vit sur terre ou sous terre. 98%, c'est les lombrics, c'est les vers de terre. C'est dingue. Nous sommes envahis par les vers de terre. Heureusement, on ne les voit pas. Mais c'est impressionnant. Et ils commencent à naviguer. Donc, ils vont jouer un rôle très important dans l'avenir. C'est vrai qu'ils naviguent maintenant avec toi, Romain. Et alors, on va vous passer la parole bientôt, mais j'aimerais qu'on parle maintenant de cette dimension qu'on a un peu évoquée dans nos échanges, mais d'une dimension plus spirituelle. Voilà, quand on innove, quand on avance comme vous le faites, quand on explore, vous le disiez tout à l'heure, c'est comme si on était transporté, dépassé par quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui nous guide, quelque chose qui nous fait vibrer. Voilà, c'est de l'ordre des convictions, je pense, d'une part. Il y a aussi de l'intuition derrière,
qui dit il faut que j'y aille, il faut que je le fasse, et je suis sûre que ça peut marcher, et même si je me plante, c'est pas grave, il y aura quelque chose qui en ressortira. Je pense que c'est aussi un état d'esprit que vous pouvez avoir avec Tamatacéan. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut arriver à nourrir, cette dynamique-là? Comment est-ce qu'on l'entretient au quotidien, cette espèce de... Je ne sais pas comment le qualifier d'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais vous poser la question. Je pense qu'il y a de multiples dimensions, mais je pense que la première est importante, c'est notre propre niveau d'énergie. Hein, c'est vrai qu'on travaille sur l'énergie de l'avion, on travaille sur l'énergie de tout ce qu'on utilise. On essaie de travailler sur je dirais, notre état, d'être en forme, d'être en bonne santé. Mais moi, je pense que j'irai un peu plus loin. Et le niveau d'énergie que l'on a et sa qualité, en fait, est très important. Moi, je la mesure de manière très simple. Si ça m'arrive, par exemple, de manquer le train parce que j'arrive trop tard, si je suis affecté par ça, si ça m'énerve, si je le subis, je sais que je n'ai pas le bon niveau d'énergie. Par contre, si je me dis, dans une situation aussi simple que celle-là, tiens, c'est intéressant, peut-être que c'est intentionnel, peut-être que je vais avoir l'occasion de rencontrer une personne intéressante dans le prochain train, sois ouvert, regarde ce qui se passe en fait, hein, comprends pourquoi finalement cette situation s'est développée. Là, je sais que j'ai le bon niveau d'énergie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut cultiver. Et c'est un petit peu l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on fait ces vols qui n'ont jamais été faits, quand on essaie d'explorer. Hein, quand on essaie d'explorer, finalement, on a un plan, on a une vision, on essaie d'atteindre son objectif. Mais quel que soit le plan que l'on a, finalement, ça va se passer différemment. Et c'est ce différent, en fait, qui est, à mon avis, qui est source de créativité. C'est les problèmes que l'on rencontre qui vont être source d'opportunités. Et de nouveau, finalement, c'est le niveau d'énergie que l'on a qui va nous permettre de voir ces opportunités ou de ne pas les voir. Moi, je vais donner un exemple simple qu'on a eu lors de la construction du deuxième avion. Donc, le premier avion a volé. On a fait, par exemple, le vol dont je parlais tout à l'heure, Bruxelles-Paris. On avait démontré qu'on était capable de voler 24 heures, mais pour faire le tour du monde, il nous fallait avoir un avion qui puisse voyager longtemps, qui soit plus efficient. Et on devait, je dirais, pousser les limites de développement peut-être encore un peu plus loin. Donc, on voulait le faire plus léger. Donc, c'était 2012 environ, et on était en train de construire la deuxième aile, ou l'aile de ce deuxième avion. Et chaque pièce qui est construite dans cet avion-là doit être testée. Alors on calcule, on simule, après on fabrique, et puis avant qu'elle soit intégrée dans l'avion, on la teste aux limites à laquelle elle pourrait être subie, ou les charges auxquelles qu'elle devrait supporter pendant le vol. C'est des tests qui sont longs, c'est des tests qui sont difficiles et qui sont émotionnellement compliqués aussi pour les ingénieurs parce qu'on est à la limite. Et donc, c'est un test qui a duré 4 semaines. Et à la dernière phase de ce test-là, quand on a atteint 100% de la charge qu'on voulait appliquer, on a entendu un bruit immense et cette pièce a littéralement explosé. Donc ça nous a créé bien sûr un problème technique, on ne savait pas pourquoi, on a un problème financier parce qu'il fallait 1 année pour reconstruire cette pièce et 1 année pour nous à l'époque c'était des millions. C'était un problème psychologique parce que vous perdez confiance dans ce que vous faites, vous ne comprenez pas et vous perdez confiance dans tout. Alors on s'est dit, puisqu'il fallait 1 année de plus pour le faire, zut, on a perdu 1 année jusqu'à ce qu'on puisse démarrer ce tour du monde. Après 2-3 jours, je me suis dit, tiens, tu peux regarder ça différemment. Finalement, tu as 1 année de plus à disposition. En fait, tu as gagné 1 année. Qu'est-ce que tu peux faire de cette année-là? Alors, on a décidé d'amener le premier avion aux États-Unis, de faire le vol de la côte ouest, la côte est. C'est ce que les pionniers rêvaient de faire ou faisaient. C'est ce que Lindbergh a fait en 1927 avant de faire la traversée de l'Atlantique. Et c'était aussi une manière de montrer cet avion aux États-Unis, parce que si vous ne volez pas en Amérique, vous n'existez pas pour les Américains. Donc, on a amené cet avion en Californie, on a regardé où est-ce qu'on pouvait le placer. Finalement, c'était près de San Francisco, à Moffett. Moffett, c'est Mountain View. Et qui c'est qui est à Mountain View comme grosse société? Google. On a pu amener Larry Page, qui est le fondateur de Google, voir cet avion. Il est resté 2 heures. Il a décidé de devenir un partenaire. Donc, subitement, finalement,
on a eu un partenaire qui a amené le financement, donc on avait besoin pour pouvoir financer cette année et plus. On a eu un partenaire qui a beaucoup communiqué quand j'ai fait la traversée du Pacifique. Google, sur sa page où vous avez la petite fenêtre, hein, vous pouvez taper ce que vous recherchez, a mis dessous en fait Solar Impulse Across Pacific. Vous pouvez taper mettre votre souris là-dessus, vous rentriez sur notre fenêtre. Ça nous a donné un trafic incroyable. Donc finalement, d'une situation qui était presque désespérée, où on pensait avoir perdu le projet, on s'est retrouvé dans une situation qui était meilleure. Pourquoi ? Parce qu'on a compris finalement que cet échec qu'on a eu, cette difficulté, cet obstacle nous crée une situation nouvelle et qu'on a bien pu exploiter. Et pour ce faire, on a besoin de cette énergie. Pour moi, ça commence par là. C'était un peu long pour le démontrer, mais c'est la première étape. Pas rester dans la crispation, être conscient. Jean-François ou Romain Oui, en 2 mots, je suis totalement ce que dit André. Et déjà dans notre formation, les astronautes sont formatés à être des problem solvers, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on est entraîné à nous habituer au fait que ça ne se passera pas comme prévu, soit à cause d'aléas qu'on ne maîtrise pas, soit à cause de panne, de systèmes qui tombent en panne, qui ne marchent pas. Et vous n'entendrez jamais un astronaute se plaindre d'avoir un problème. Et nous sommes formatés, entraînés mentalement, opérationnellement, intellectuellement, à chercher la solution. Donc à développer une énergie constamment positive, comme tu dis. C'est-à-dire, il y a un problème, où est la solution ? Et pour ça, on passe beaucoup de temps dans le simulateur à haute fidélité qui a les mêmes 1000 interrupteurs que dans le cockpit de la navette et qui envoie les données vers le vrai centre de contrôle qui voit venir les informations de notre simulateur comme si ça venait d'un vrai vol spatial. Eux, ils ne savent pas quelles sont les pannes qui vont arriver, nous non plus. Et au milieu, il y a les instructeurs qui, par informatique, injectent les pannes. Et ils essaient de nous piéger. Alors, ils n'ont pas le droit de nous donner les scénarios sans solution, hein, mais ça, il suffit qu'ils cassent tout et puis bon, on ne vole plus. Mais on a le feu à bord, le court-circuit, le manche de pilotage qui ne répond plus, une fuite d'air, une fuite de carburant. Et à la fin, on aime ça. Et vous entendez même parfois dans le simulateur, chouette, une panne. Ou alors après 2, 3, 4, 5, 6 pannes, entre nous, on se regarde dans le cockpit. Qu'est-ce que ces sadiques d'instructeurs sont en train d'inventer pour nous mettre au maximum dans la mouise à partir de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Je vous parie qu'ils vont nous mettre ça maintenant qu'on a eu telle panne, et puis paf, c'est ce qu'on... C'est-à-dire on est habitué au fait qu'on aura des problèmes et qui ne sont plus des obstacles ou des contraintes. C'est-à-dire pour nous, l'inconnu, c'est pas... Quand on est face à une situation qui est nouvelle, où on sait qu'elle va être nouvelle, on ne le voit pas comme un obstacle qui va nous stresser, nous faire peur, mais comme une opportunité de grandir, voilà, de devenir plus performant, d'apprendre. Et je pense que... alors, il y a un aspect spirituel qui n'est pas dans ce qu'on a discuté, parce que c'est plus intime sur la vue de la Terre depuis l'espace. Quand vous voyez un objet aussi beau que ce que vous avez vu, et encore, le film Blue Turn, c'est très beau, j'adore. Hein, mais à l'œil nu, c'est, je dirais, 1000 fois plus striking, c'est émouvant, c'est des contrastes, les couleurs. Et cet amour de la planète nous fait nous poser la question sur la création. Qui a créé la Terre ? Comment elle a été créée ? Pourquoi elle est là ? Pourquoi nous sommes là ? D'où venons-nous ? Même nous, on se pose la question. Pourquoi je suis dans cette mission spatiale ? Quel est mon destin là dans cette mission ? Votre mission, réparer le télescope spatial Hubble. Voilà. Donc, on a toujours la réponse à la question, mais on se pose la question sur notre rôle sur Terre, et notre rôle comme astronaute dans le vaisseau spatial, mais notre rôle de terrien du vaisseau spatial Terre. Et ce qui me vient le premier à l'esprit, c'est laisser à nos descendants une planète et une façon de vivre meilleure que celle que j'ai connue, qui est déjà très bien. Mais comme on dit, la planète, on l'emprunte à nos enfants, hein, c'est pas l'inverse. Hein. Donc, et c'est le rôle de nos messages, hein, de ceux qui cherchent à transmettre leur expérience. C'est rendre le monde meilleur, en résumant vraiment très bien, très simplement. Romain, du coup, sur cette question aussi de l'énergie qui nous anime. Moi, il y a une folie qui m'anime, c'est quand j'ai une idée qui me fait tilt en tête, c'est mort, je suis obligé de la réaliser.
C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui vous tente et qui vous semble possible, vous n'avez jamais fait, en gros un truc qui brille au loin et vous ne connaissez pas la route pour y aller. Il y a un truc qu'on se doit de nous à nous quand on a des idées qui nous illuminent, c'est au moins de faire le premier pas vers elles et de voir ce qui se passe. Je pense que c'est pas grave si on se trompe en chemin, si on se casse la figure, si on n'y arrive pas. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de respecter cette petite étoile qui apparaît dans nos vies et qui vous dit, bah tiens, viens voir, tu apprendras sans doute quelque chose par là-bas. Donc, j'ai souvent suivi mon petit doigt qui me disait, tiens, l'idée d'aller en Australie sans avion, ah ouais, c'est chouette. C'était lors d'un soir avec un copain, on en discute et puis en fait, je voulais aller en Australie et puis on en discute comme ça et ça sera sans avion. Et là, l'idée, ah ouais, c'est cool. Et trop tard, il faut tenter. Alors, j'y suis pas arrivé et le problème que j'ai eu, c'est au retour, je tombe sur un bateau et j'ai pas réussi à aller en Australie parce que j'ai pas trouvé de bateau. Du coup, quand je me suis retrouvé à côté de mon futur voilier, je me suis dit, zut, maintenant t'es pris, il va falloir retenter d'aller en Australie. Et là, c'est reparti encore une fois sur un chemin que j'avais pas du tout, prévu, estimé ou quoi. Et je sais pas si j'y arriverai un jour et c'est pas très grave. Le tout, c'est que cette idée me porte pour aller toujours un petit peu plus loin de ce que je sais faire. Et c'est comme ça que je pense avancer, essayer de continuer d'avancer dans cette mesure-là, à essayer de mesurer à chaque fois aussi la petite marche qui vous sépare de votre zone de confort, de votre zone d'inconfort, de pouvoir toujours faire ce petit pas d'extérieur, de zone de confort. Parce que quand vous revenez, votre zone de confort s'est étendue. Et pour moi, vous avez augmenté votre propre monde, vous l'avez étendre ses possibilités. Et enfin, un dernier point, je dirais, en mer, on a beau avoir les super satellites pour nous dire que la météo, ça va être ceci, cela. En fait, force est de constater que quand je compare ce que je vois en vrai et ce qui était annoncé, c'est pas forcément vrai. Donc, ce qui vous reste à la fin, c'est votre intuition pour vous dire est-ce que c'est le bon moment. Quand j'étais avec mes équipiers pour partir en Espagne, les conditions n'étaient pas top. Je leur ai dit oui, mais il n'y a pas de risque qu'on ait un coup de vent. Au pire, ça sera désagréable, mais on ne va pas risquer nos vies à. Enfin, ça peut passer, ça sera peut-être un peu chiant, c'est pas les meilleures conditions. Comment vous le sentez, vous? Et j'ai pas demandé qu'est-ce que vous en savez. J'aurais demandé, mais est-ce que vous le sentez pour mardi après-midi? On y va? On n'y va pas. Et tout le monde était d'accord pour dire, ouais, on se la tente. Et c'est comme ça qu'on est parti, en fait, avec cette énergie-là. Donc on arrive à grandir, l'aspect, je dirais... on a des chemins d'âme à parcourir et je pense qu'elle nous amène à aller vers des expériences qui vont nous permettre de nous découvrir un peu mieux. J'ai découvert aussi en mer que je pouvais vraiment craquer, péter un plomb. Mais ça, j'étais tout seul et je me suis découvert très colérique et j'ai vraiment hurlé. J'ai jamais hurlé aussi fort que quand j'arrivais pas à régler mon bateau, il était 4 heures du matin. Et chose incroyable à ce moment-là, c'est là où on tombe un peu dans le... ça paraît vraiment bizarre, mais... Donc je hurle, je me dis juste après ça, mais qu'est-ce qui t'arrive, bonhomme, là, t'es en train de péter les plombs. Ah oui, tu te sens fatigué, tu dois avoir froid, il faudrait que tu ailles te coucher. Et là, juste à côté, j'entends des petits bruits et il y avait des dauphins qui m'accompagnaient. Et là, là j'ai un peu craqué aussi, parce que j'ai dit, bon, les potes, vous êtes là, moi je vais me coucher. Et je me suis réveillé 3 heures plus tard. Il faut savoir qu'il faut veiller toutes les 20 minutes pour un bateau. Mais je me suis endormi comme un ange et je me suis dit que les copains veillaient. Un copain marin m'a dit aussi, t'as complètement craqué, et je pense qu'il avait raison. Néanmoins, j'étais en confiance au moment où je me suis endormi, et au moment où je me suis réveillé, il y avait une île devant moi, et c'était les îles bretonnes. Merci beaucoup pour ces témoignages. C'est juste oui, juste, ouais. Parce que tu as parlé de spiritualité, c'est vrai qu'on a, je dirais, chacun un petit peu exposé sa manière de sentir certaines choses. La question que je me pose finalement, c'est de savoir si nous sommes une somme d'individus ou si nous sommes, si nous faisons partie finalement d'un ensemble qui est d'une certaine manière connecté. Alors c'est très difficile à répondre à cette question, bien évidemment. Moi, je suis scientifique d'éducation, d'entrepreneur dans le sens créateur d'entreprise. Donc très pragmatique, mais finalement ce genre de projet m'amène à
questionner peut-être certaines affirmations que l'on fait justement comme scientifique. J'ai l'impression que dans un projet comme Solar Impulse, on a été aidé. C'est toujours dangereux de dire quelque chose comme ça, mais ça veut dire quoi, d'être aidé? Mais finalement, très souvent, et j'ai presque envie de dire pratiquement toujours, lorsqu'il s'est passé quelque chose de difficile, on a découvert toujours une bonne raison finalement pour que ceci se passe, ou plutôt une justification. Lorsque j'ai été forcé ou lorsqu'on a décidé d'atterrir au Japon, lorsqu'on a vu que la météo se détériorait sur le Pacifique, c'est vrai qu'on aurait pu décider de continuer. Il y a eu beaucoup de débats. Et finalement, je dirais la prudence a pris le dessus. Mais lorsque j'ai posé cet avion-là, on a découvert une panne dans le système électronique qui aurait vraisemblablement dû survenir pendant les 3 ou 4 ou 5 jours qui restaient pour atteindre Hawaï. Je pense que si cette panne s'était passée, je ne suis pas sûr que l'avion était capable d'aller si loin, en fait. Donc, ça nous a permis de le réparer et puis de repartir, finalement, avec un avion qui était plus sain. Alors, on a vu cette situation beaucoup de fois. Alors, c'est difficile, bien sûr, d'affirmer quelque chose comme ça, mais c'est vrai que de voler 5 jours en dormant très peu, on se sent porté par quelque chose. Donc, on est porté par sa passion, c'est sûr, on est porté par l'envie de réussir, mais je pense qu'on est porté par l'équipe, donc on a aussi une transmission d'énergie. Et moi, je pense qu'on est porté aussi par les milliers de personnes qui suivent, qui regardent et qui émettent quelque chose de positif. Alors de nouveau, c'est dangereux de dire ça parce que finalement, c'est de la croyance, mais malgré tout, c'est quelque chose que je pourrais envisager de penser être possible. Si je mettais des gants là autour. Je pense que là, on est en train de s'élever dans d'autres dimensions. Mais c'est bien de savoir en parler. Je crois que Hubert Reeves aussi, l'astrophysicien, s'ouvre souvent à ça dans ses propos. Donc, merci à tous les trois. Juste avant de vous donner la parole, sachez que Romain a filmé son expérience lorsqu'il était allé en Espagne là, récemment. Et sur Revue Far West, le média dont je vous parlais là, qui couvre la région Nouvelle-Aquitaine. Cet été, on diffusera un feuilleton qui reviendra sur cette expérience. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, ça sera diffusé courant mai ou juillet. On est en train de juillet ou août. On est en train de faire les montages actuellement. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à. Et nous avons un livre qui s'appelle L'Objectif Soleil. Ah oui, qui c'est vrai. décrit le vol autour du y a des monde avec livres, Bertrand Piccard qu'on a écrit à deux. Il y a les faisait un livres, peu publicité. Mais alors, je les avais notés et je crois malheureusement que j'ai laissé mes notes sans les références de bouquins, ce qui n'est pas bien. Vous pouvez me taper sur les doigts, mais on aura le temps de redonner les références. Histoire de la conquête spatiale. C'est ça, c'est l'histoire de la conquête spatiale dont on a parlé. Mais je voulais vous donner la parole, surtout, n'hésitez pas à lever la main. On va prendre vos questions. Il y a un micro qui va circuler. Et comme ça, vous pouvez vous adresser à nos 3 intervenants. Il y aura une question devant aussi tout à l'heure. Une là aussi ? Oui, d'accord. Donc, on va d'avoir la dame au fond. N'hésitez pas à vous présenter. Bonjour. Merci. Bonjour. En fait, moi, j'ai une question toute simple. En fait, est-ce que les panneaux solaires sont recyclables ? Je pense que la question est orientée vers moi. Par exemple, ou même en général, quoi. Enfin, si on développe de plus en plus l'énergie solaire, par exemple. Bon, déjà, d'une manière générale, je pense que tout est recyclable. C'est une question d'énergie, de nouveau. C'est une question de moyens qu'on met à disposition. Et de se dire, est-ce qu'on s'offre les moyens de recycler ça correctement ou pas ? C'est la même question qu'on a aujourd'hui sur les batteries. Et je pense que ça devrait faire partie, le coût de l'opération de recyclage doit faire partie du coût d'achat. En partie, ça se fait sur les petites batteries que vous achetez dans le commerce aujourd'hui, les 2A, 3A, etc. Donc, dans le prix d'achat, vous avez un coût pour le recyclage, et je pense qu'il faut le faire pour le reste aussi. Mais les panneaux solaires ont une durée de vie extraordinairement longue. Les premiers panneaux solaires qui ont été installés fonctionnent toujours. En fait, ils ne s'altèrent pas, ou s'altèrent tellement lentement qu'ils peuvent continuer longtemps. Alors, on a envie peut-être de les changer parce qu'on veut une nouvelle technologie. On va plutôt changer la partie électronique. Mais le panneau lui-même, il a une durée de vie incroyable. C'est du silicium à la base, avec un certain nombre de métaux rares qui sont dedans. Et c'est vrai qu'on veut récupérer ces métaux rares parce qu'il n'y en aura plus. Ça, c'est une des premières raisons. Et 2, aussi, c'est vrai qu'on ne veut pas simplement jeter ceci dans la nature. Donc, c'est une question d'énergie, une question de coût. Il faut le mettre dans le prix du produit. Et une autre question. Ouais, merci. Je voulais parler à peu près du même sujet. Vous
parlé d'équiper à peu près toutes les voitures avec des moteurs électriques, tout ça. Mais est-ce qu'il y aura assez de ressources sur Terre, par exemple en lithium, pour produire assez de batteries ou de choses comme ça pour pouvoir produire assez de voitures pour toute l'humanité, quoi. Moi, je pense que c'est une bonne question sur tout, en fait, hein, parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que tout le produit qui est lancé, il est disponible pour tout le monde partout. Hein, à l'époque, on lançait un produit, il démarrait aux États-Unis, après une année, il venait en Europe, après une année, il allait en Asie, etc., etc. Donc finalement, on pouvait monter tranquillement la production, la manière de faire et tout ce qu'il faut faire sur la chaîne de valeur. Aujourd'hui, il faut monter en production de manière complètement abrupte. Alors, dans le cas du lithium, je pense qu'il y en a beaucoup dans les océans. Alors, est-ce qu'on va modifier les océans si on en prend trop? Je ne sais pas, j'ai pas fait d'estimation, mais semble-t-il qu'il y en a énormément. Donc, je pense qu'on n'est pas encore énormément, à part ceux qui sont dans les lacs séchés, hein, qui sont essentiellement en Amérique du Sud et en Chine. Mais c'est vrai que si on en met partout, ça finit par être un problème. Je pense que c'est pour tout la même chose, hein. Alors la technologie pourra peut-être évoluer, mais je pense qu'on n'est pas encore là. Je pense que le potentiel est encore grand avant qu'on soit là. Par contre, il faut recycler. Donc il faut de nouveau qu'on se donne les moyens de recycler, il faut le mettre dans le prix, il faut que ça fasse partie de la comparaison de la solution avec d'autres technologies pour qu'on puisse choisir celle qui est la plus efficiente d'un côté, mais qui a aussi l'impact le moindre de l'autre. La difficulté aujourd'hui, c'est que dans le système économique que l'on a, toutes ces influences, une grande partie des influences négatives qu'on a sur l'environnement, ils ne sont pas compris dans le prix. Donc on ne les mesure pas. Hein, donc pour l'instant, on en fait une poubelle, puis on se dit on verra bien qui fera la poubelle. Mais c'est la même chose avec le nucléaire. Quand vous achetez de l'électricité nucléaire, vous n'avez pas dans le prix du nucléaire les frais de nettoyage du site après. On ne sait pas comment est-ce qu'on va le faire, on ne sait pas encore. Donc c'est vraiment un problème général et c'est vrai que ça nécessite finalement une autre approche dans le système économique qu'on a aujourd'hui en place. Alors ce qu'on essaie de faire, c'est une taxe sur le CO2, par exemple. On obtient le CO2, il faut qu'on s'en occupe, mais on n'est pas d'accord de se mettre entre les États, pas d'accord de faire une taxe mondiale pour l'instant. Toujours des pays qui bloquent, l'Arabie Saoudite, parce qu'ils produisent du pétrole, par exemple. Alors, tant qu'on n'a pas une gouvernance mondiale pour ce genre de questions, c'est vrai que c'est difficile. Ça pose la question du cycle de vie, de l'éco-conception, et en effet de nos usages aussi, parce que des fois c'est bien de réduire avant toute chose. Allez-y monsieur, et après on pourra passer devant. On va continuer sur le Solar Impulse, si vous permettez. Est-ce que vous utilisez des techniques de vol plané et de vol d'onde par exemple, et d'une manière plus générale, est-ce que le vol du Solar Impulse vous a conduit à imaginer des techniques de vol plus économiques et plus efficaces pour les avions? En principe pas. On a, bien sûr que quand on en a à disposition, on les utilise. On a essayé de trouver des situations où on avait peu de turbulences. Donc dans les ondes, de temps en temps, on a des rotors, et ces rotors, en fait, pourraient être excessivement dangereux pour l'avion. Donc on a plutôt essayé de ne pas les prendre en compte, de ne pas les utiliser. Et quand vous êtes au milieu de l'océan, vous avez plus de phénomènes d'ondes. Vous avez des mouvements de l'atmosphère quand même, hein, qui montent, qui descendent. Mais ce n'est pas des ondes, c'est vraiment les mouvements qui sont dus aux haute pression, basse pression, ce qu'on appelle un peu la subsidence. Mais c'est très petit, comme je disais tout à l'heure. Et vous n'avez pas de thermique non plus, parce que vous n'avez pas de terre, vous n'avez rien qui chauffe. C'est relativement uniforme finalement comme surface. Donc vous partez du principe que vous n'avez aucun avantage pour vous et que vous ne pouvez utiliser que l'énergie solaire à ce niveau-là. Alors est-ce qu'on a développé d'autres techniques? Je pense que on fait un petit peu le même comportement. Je ne sais pas si vous avez une voiture hybride, mais si vous roulez une voiture hybride, une voiture électrique, vous voyez tout de suite ce que vous consommez et ce que vous récupérez. Et ça vous motive, vous roulez complètement différemment. Simplement, en voyant ça, ça vous amuse. En fait, c'est un jeu. Le jeu, c'est plus de conduire vite. Le jeu, c'est de conduire intelligemment. Et je pense que partout, si on avait ce genre d'informations, on serait stimulé pour jouer avec cette énergie. Et chez Solar Impulse, c'était essentiel et ça faisait partie du jeu, en fait. Battre le modèle. Hein, je pense que les astronautes, c'est un peu la même chose. On a envie de battre ce que l'ingénieur a fait en disant, moi, je vais arriver à être encore meilleur parce que meilleur que tes hypothèses. Donc ça, c'était le côté ludique. Une question devant, monsieur.
Ce ne sera pas une question, mais ce sera simplement de vous écouter. Ça m'a interpellé de façon forte. Pour la bonne raison, tout d'abord, c'est que chacun vous avez exprimé des questions fondamentales avec un éclairage différent que je vais expliquer et qui, dans chacune de vos questions, amenait des réponses de fond. Dans ce que vous avez évoqué, vous avez dit par exemple, moi, ce qui m'importe, c'est dans le pas de l'éclairage du pas suivant, m'éclaire du chemin à suivre et de la direction que je vais prendre. Donc vous avez dit, à un moment donné, vous avez dit, le fait que j'ai été obligé de me poser m'a permis de faire d'autres choses, qui m'a permis d'aller au bout des choses, mais vous n'en êtes pas certain, et vous le supputez. Ce qu'a dit Jean-François, c'est encore autre chose, avec chaque fois un éclairage différent, mais qui répond au même phénomène. Et après, je vais l'expliquer. Ce que tu as dit à un moment donné, on s'habitue, de par la fonction, je dirais, technique, à s'habituer à l'inconnu pour justement avoir un espace de respiration qui me permet non de me crisper, de transformer ce que vous avez dit d'une autre manière, le négatif en positif. À quoi est confronté l'homme depuis l'Antiquité? C'est simplement, il est confronté à des énergies et des forces. Simplement, au niveau d'une personne humaine, on est soumis à notre compréhension au niveau du conscient qui représente même pas 10% de ce que l'on peut analyser. Disons 90 à 95%, c'est de l'inconscient que ressent le corps, que ressent l'esprit, mais qui ne passe pas par le conscient. Ça veut dire que l'approche que l'on a des choses, dans les interrelations justement que chacun se pose, on a souvent, dans les trois façons que vous avez eues de l'exprimer, c'est d'essayer de répondre à cette question. Et en fin de compte, chacun, vous avez raison, la seule chose, c'est relier ce qui vous unit et qui permet d'avoir une compréhension plus grande. À trois, on a éclairé le débat en parlant de la même chose. C'est je positive, je tends vers quelque chose, et on sait que les réponses, plus on les élargit, plus la conscience et les vérités qu'on a des choses sont plus larges, et la compréhension est plus grande, donc les résultats seront plus rapides. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour cette remarque. Est-ce qu'il y a une réaction? Mais vous avez raison, on est fait d'intelligence multiple. Hein. On a une intelligence technique, rationnelle, on a une intelligence émotionnelle qui vient de l'intérieur, une intelligence sociale, dans la manière dont on se lie aux autres. Et c'est vrai que si on fait la somme de tout ça, c'est peut-être ça qui va être notre avantage par rapport à l'intelligence artificielle, en tout cas j'espère. Hein. Écoutez, merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci à nos trois intervenants. Je crois qu'on peut les applaudir pour cet échange passionnant. Merci aux organisateurs. Le festival continue jusqu'à demain soir, je crois. Il y a peut-être un programme à annoncer. Karine, oui, je te laisse faire. Donc, on reçoit notre dernière Big Conférence demain après-midi dans la même salle à 14h. Et demain matin, vous avez le Café Space en direct du Parc de l'Ingénieur. Alors, le Café Space, c'est un format tranquille autour d'un café. Et là, on va parler du HPA. Un avion qui est à propulsion humaine, vulgairement dit l'avion à pédale. Et la dernière big conférence qui se passe dans cette salle sera autour de pourquoi on observe la Terre avec Marc Pircher, ancien directeur du CNES, Centre national d'études spatiales. Voilà, merci à tout le monde, au revoir.